Voilà ces déclarations du président des États-Unis à un moment clé. Nous sommes toujours en émission spéciale sur le danger de crise mondiale et sur ce qu'on vient d'entendre dans la bouche du président Trump. Je ne suis pas pressé, dit-il. Il affirme que c'est l'Iran qui cédera le premier. Il affirme aussi que son armée est prête à toutes les éventualités. Un mot de réaction à ce sujet-là, s'il vous plaît, Michel Goya. On va voir deux images qui marquent la soirée. L'assaut iranien contre 3 navires et l'assaut américain contre pétroliers. On est cette fois assez loin dans l'océan, très loin en réalité du détroit d'Ormuz. Il y a un bras de fer colossal qui est en train de se jouer, une guerre navale de très grande ampleur, et l'un ou l'autre va souffrir le premier. Oui, c'est exact. Alors, on a appris qu'il n'y avait rien de pire qu'une holocauste nucléaire, donc ça c'est quand même un peu le scoop de ce soir. Mais autrement, pour le reste, oui, vous avez raison. Ce qui est le seul élément intéressant dans le discours de Trump, c'est voilà, j'ai le temps. J'ai le temps. Donc clairement, il se donne du temps. Il n'a pas visiblement pas envie de reprendre tout de suite les hostilités, et il compte surtout sur ce bras de fer. Probablement, ce fera bras de fer, blocus contre blocus, en estimant que lui a le temps, que les Iraniens ne l'ont pas, et que donc au bout du compte, il sortira quelque chose. Avec certaines fanfaronnades un peu hors du monde, mais certains points très intéressants. Et là encore, on l'a vu sur les images, quand il dit il reste des petits navires iraniens dans le détroit. Il est conscient que les navires iraniens dans le détroit arrivent quand même à le défier de façon efficace. Oui, alors certes, les Américains ont envoyé par le fond la totalité de la flotte de guerre de l'Iran, mais il resterait 300 à 500 petits navires, la fameuse flotte moustique, des vedettes comme les Zulfikar qui peuvent foncer à 100 km/h et qui poseraient un casse-tête à l'armée américaine. Et il en est conscient. Il est conscient, il a regardé ce qui se passe dans la mer Noire, où l'Ukraine, sans flotte de surface, a détruit 40% de la flotte russe de la mer Noire. Donc il est conscient du danger, mais il sait aussi, ce qu'on a un peu tendance à sous-estimer, c'est que les Américains ont des moyens pour lutter contre cette flotte. Le calcul qu'il a, Léa Landman, vous êtes aussi avec nous, il dit si le pétrole ne sort pas d'Iran, l'Iran va s'asphyxier. On voit que on est là il a en tout cas une stratégie. Réussira-t-elle ou non? Il a une stratégie, il l'explique. Oui, il renverse en fait le problème. Il renverse la logique iranienne du blocus contre l'Iran en se disant là, on n'est pas dans les armes, mais on est dans le nerf de la guerre économique. Donc en fait, maintenant, il peut dire j'ai le temps. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est le renversement de logique, parce que on en parlait. Qui a gagné la guerre? Qui a gagné la guerre? On n'en sait rien, mais en tout cas, il y a une grosse division au sein du leadership iranien. Ghalibaf a démissionné de l'équipe de négociation. C'est-à-dire que maintenant, il peut rassembler tous ces points qui étaient très espacés, ou en tout cas très loin les uns des autres, et tout d'un coup, il renverse toute la logique iranienne contre les Iraniens. Est-ce que même le sceptique Renaud Girard est convaincu? Vous l'avez entendu, il vous traite d'idiot, Donald Trump, vous l'avez pas entendu? Non, il dit, oui. ceux qui me reprochent que cette guerre ne réussit pas sont des idiots. Il dit, nous sommes seulement au 55e jour, regardez ce que le Vietnam a duré, voyez ce que la guerre de Corée a duré, et il dit, ceux qui me reprochent de perdre... Il est un peu ingrat parce que conseil que je lui ai donné dans mes chroniques du Figaro du mardi. J'ai dit, il fallait donner du temps au temps. J'ai prôné l'arrêt des bombardements de destruction et l'ouverture de négociations en donnant du temps au leadership iranien, précisément parce que ils sont divisés, ils arrivent pas à se mettre d'accord. C'est exactement ce que fait Donald Trump, donc il aurait dû dire thank you, Renaud Girard. You are a good ally, you are a good friend of America. Alors moi je trouve qu'il est à son meilleur quand il dit n'importe quoi. Quand il dit par exemple, moi je pensais que le pétrole allait monter à $200 le baril, ce qui évidemment est inimaginable. Mais c'est une façon de dire, même dans l'exagération. C'est vrai que au fond c'est relativement maîtrisé. La bourse, on a les derniers chiffres de la fermeture. S&P 500 qui recule un peu de moins 0,4 ce soir. Effectivement, il tient pas mal la bourse. Oui, et puis cette politique est assez intelligente. C'est la politique du blocus. Il est presque converti, Renaud Girard. Non, c'est-à-dire, autant je trouvais criminel de détruire les infrastructures iraniennes, les ponts, les universités, n'importe quoi. Ça, je trouvais ça même criminel, crime de guerre, très bien. Autant je trouve que vouloir faire avancer par un blocus qui ne tue personne des considérations politiques assez légitimes, comme la dénucléarisation de l'Iran, on peut pas dire que ce n'est pas légitime. Je trouve ça une bien meilleure politique, et je trouve encore une bien meilleure politique qui disent écoutez, j'attends votre proposition, prenez votre temps pour décider. Je trouve ça très bien. Alors la bataille navale, les Américains sont plus forts, ils vont la gagner. Combien de temps
Ça, c'est aux Iraniens à décider combien de temps ils peuvent supporter. Sophia Amara, regardons les deux images par lesquelles on débutait, c'est-à-dire d'un côté l'assaut iranien contre 3 navires de vive force. Alors c'est une reconstitution, mais elle traduit un fait qui a réellement eu lieu. Et de l'autre, l'assaut des Américains contre un pétrolier qui peut-être allait en direction de la Chine. On voit là qu'il y a vraiment une compétition, c'est vraiment le temps joue pour l'un ou l'autre. Oui, œil pour œil, dent pour dent. Chacun intercepte de son côté, même si là, on est en haute mer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu mort d'homme des deux côtés. Chacun fait son blocus ou son contre-blocus. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce soir, Donald Trump, dans sa prise de parole, n'a pas évoqué le blocus, alors qu'il y a peu, il disait « open de F-blocus », c'est-à-dire avec un mot... Qu'est-ce qu'elle est élégante, Sophia Amara. Non, vous êtes là. si peu. Et donc, le F-word. De F-word. Et même plus, alors que pourtant, il fait mal. Il fait mal aux Américains, il fait mal au reste du monde et il fait mal même aux Iraniens. Ce qui est intéressant, surtout, c'est que dans son discours, il a été relativement posé, même après quelques excès et quelques exagérations, mais ce qu'il dit, c'est qu'il a plus ou moins posé des objectifs, c'est-à-dire il a parlé du nucléaire, il a parlé des missiles, il a parlé de la population, en tout cas cette tentative d'arrêter d'horribles exécutions contre des femmes, et surtout asphyxier le pouvoir. Et il a compris que c'était ça qui allait asphyxier le pouvoir. Et ça, c'est ça qui est nouveau. On vit ensemble. Et sur ces images et sur ces déclarations, ce soir, un suspense total. Vraiment bien malin est celui qui pourrait dire s'ils vont reprendre ou non les bombardements. Il y a des signaux, les Israéliens, par exemple, qui disent « Nous sommes prêts si Trump nous donne le feu vert ». Katz, ministre des Affaires étrangères, de la Défense, israélien. Passons par vous, Sonia Dridi, à Washington. Si on met bout à bout tout ce qu'il a déclaré là maintenant, mais aussi des déclarations sur Twitter, visiblement, il prétend qu'il a le temps, mais qu'il ne cédera rien. Oui, ne me pressez pas, c'est vraiment le message qu'il a fait passer tout à l'heure dans le bureau ovale aux journalistes, en prenant notamment l'exemple du Vietnam, qui a-t-il dit a duré 18 ans. Lorsque des journalistes lui ont posé la question de savoir, il avait promis d'une guerre qui durait de 4 à 6 semaines, il a dit, eh bien oui, en 6 semaines, l'armée a été décimée. Maintenant, la priorité, c'est que l'Iran ne puisse pas acquérir l'arme nucléaire. Il a encore agité cette menace. On imagine aussi pour tenter de sensibiliser l'opinion publique américaine en parlant même d'une possible, en disant qu'il voulait éviter une holocauste nucléaire en Europe, à Paris, à Londres. Un Donald Trump qui a été également pressé par des journalistes pour savoir s'il s'attendait à l'augmentation des prix de l'essence, à ce que cela continue. Et il a répondu très tranquillement, oui. Donc c'est un Donald Trump qui assure qu'il a le temps, qui en coulisses semble toujours plutôt réticent à reprendre les hostilités. Il préférerait a priori pouvoir éviter cela. Il joue le temps. Il espère que les Iraniens entre guillemets vont craquer avant. Il a évoqué encore ce blocus naval. En tout cas, en attendant, il continue les réunions avec son Conseil de sécurité. Un peu plus tôt, on a vu ici arriver à la Maison Blanche son secrétaire d'État Marco Rubio et son vice-président J.D. Vance. Sonia Dridi, expliquez-nous bien ce qui se passe en ce moment. Là, on voit l'image dans le bureau ovale. Il peut prendre les décisions à tout moment. Si je comprends bien, il est là, juste derrière vous en ce moment. Oui, et effectivement, il est actuellement dans le bureau ovale parce qu'il y a toujours le Marine qui est présent. Donc le bureau ovale qui se trouve derrière moi, dans l'aile ouest de la Maison Blanche. Les journalistes, on les a vus, les journalistes du Pool viennent de quitter ce bureau ovale. Mais en tout cas, on a vu il y a quelques heures arriver le secrétaire d'État, le vice-président. Ils viennent de plus en plus ces derniers jours parce que on imagine qu'ils continuent de réfléchir aux différents scénarios. On a aussi appris un peu plus tôt, en effet, Donald Trump a publié sur son réseau social cette information qu'il avait ordonné à la marine iranienne de détruire tout bateau iranien qui poserait des mines dans le détroit d'Ormuz. Et selon Axios, c'est parce qu'il venait d'être briefé, donc peut-être notamment par ses conseillers et ses ministres, sur le fait que l'Iran posait encore davantage de mines dans le détroit d'Ormuz. Donc on sent en coulisses quand même encore beaucoup de réunions. Il y a de plus en plus de réunions dont on nous donne pas le thème et encore beaucoup d'agitation
l'agitation, en tout cas ici à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Sonia Dridi. Regardez ces images, puisque Trump, non seulement par les paroles, mais par les actes, montre qu'il est prêt à toute éventualité. C'est l'USS Bush qui est en train d'arriver. Et on verra beaucoup d'images qui sont produites ce soir par le commandement central américain. Ce navire-là, ce porte-avions, il symbolise à lui seul ce qui est en train de se passer. C'est à la fois la puissance américaine, la menace qu'ils assument, et les difficultés, parce qu'il arrive là seulement maintenant, après un long détour. C'est comme la cavalerie qui arrive, mais un tout petit peu tard dans les Lucky Luke. Ben oui, encore une fois, il aurait pu être là dès le départ, si la planification avait été bien faite. Si Donald Trump lui-même n'avait pas limité les moyens dès le départ, on n'aurait pas été obligé d'envoyer ce porte-avions, plus le Gerald Ford, qui apparemment passe par la mer Rouge et va rejoindre la zone d'opération. Est-ce qu'il est vrai qu'il a reculé ? C'est tout à l'heure Thierry Breton sur ce plateau qui disait cette chose incroyable, que cette énorme machine qui théoriquement ne devrait créer rien, a été forcé, alors lui ou Lincoln, dans certains cas, de reculer, de craindre des drones. Ah oui, non mais vous notez que tout le dispositif de la flotte américaine, il est quand même loin des côtes. C'est typique, on sent bien qu'ils n'ont pas du tout envie de s'approcher des côtes. La menace iranienne, à longue distance, elle est relativement faible. Ils ont essayé, ils peuvent lancer des missiles anti-navires, etc. Bon, les Américains arrivent à l'intercepter. Ça paraît inimaginable que le navire qu'on voit là craigne un drone qui fait un bruit de tondeuse à gazon et qui coûte 30 000 €. Oui, surtout qui est lent. C'est-à-dire qu'un drone, s'il est lancé actuellement depuis la côte sur le Lincoln, il mettra plusieurs heures pour arriver. Donc, il sera intercepté X fois. Non, en revanche, et puis de toute façon, les porte-avions ne s'approchent pas normalement des côtes. En revanche, oui, n'importe quel autre bâtiment qui s'approche à quelques dizaines de kilomètres des côtes, là, il peut recevoir des missiles anti-navires, des drones navals, des vedettes d'attaque, et là, ça peut être extrêmement dangereux. Le suspense à Téhéran. Regardez cette image qui a donné le ton de la soirée dans le climat de suspense total, d'attente de part et d'autre. Moment de sensation quand, je ne sais pas si on peut pousser le son aussi, puisqu'on entend la foule. Voilà, et on voit des éclats dans le ciel de Téhéran. Les médias iraniens ont signalé que les défenses antiaériennes étaient entrées en activité. On est dans l'est de la ville de Téhéran. Le journaliste de Fars qui indique que des bruits de défense aérienne se sont fait entendre. Il y a eu des bruits d'explosion, après des démentis indirects dans la presse israélienne, le service sécuritaire qui dit pour l'instant nous ne tirons pas sur Téhéran, tout en disant si les Américains nous donnent le feu vert, nous irons, Sophia Mara. Oui, ils sont prêts. Jusqu'à maintenant, cette information, elle a été mentionnée. Enfin, en tout cas, le fait que les défenses antiaériennes aient été activées dans le ciel de Téhéran. Mais en tout cas, pour intercepter un objet non identifié, j'allais dire. Mais effectivement, côté israélien, on a nié cela. Et alors, les Américains n'en ont même pas parlé. Donc, à cet instant-là, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et apparemment, ce n'est pas du tout dans une volonté quelconque de faire pression militairement de la part des deux principaux belligérants, à savoir les États-Unis et Israël, contre l'Iran. Est-ce qu'ils sont en mesure de résister ? Parce qu'il y a eu tellement de bombardements. Trump, dans la conférence de presse qu'on vient d'entendre, dit 75% des cibles ont été atteintes. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Rien. Ben non, bien sûr qu'ils peuvent résister. Ils ont résisté. Ils ont résisté pendant plus de 40 jours. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se dire, écoutez, on a résisté pendant 40 jours à la puissance américaine et israélienne, ce qui n'est pas rien non plus. Et voilà, aucun objectif militaire n'a été atteint. Voilà, le programme nucléaire, il est là. Les missiles, il y en a à peu près la moitié qui sont toujours là. On peut toujours tirer. Les proxys sont très affaiblis, mais encore là. Ils maîtrisent la côte. On l'a évoqué. Ils contrôlent. Et en plus, il y a un truc qui s'est rajouté. Ils contrôlent le détroit d'Ormuz. Et le régime est toujours là. Quel point de comparaison ? Je peux confidence personnelle. Il y a 2 jours, commerçant du quartier, il me dit je vous regarde tous là sur ce plateau. Il était serbe. Et il me dit ça me rappelait les bombardements sur Belgrade. À l'époque, c'était les Américains sous couvert OTAN. Oui, ils bombardaient les ponts, d'ailleurs. Oui, alors, petite anecdote, on estimait, là aussi, les bilans de l'OTAN, je me rappelle très bien, les présentations, on dit, voilà, on a détruit 200 chars, des trucs, machin. Bon, ok. Après, quand on est allé voir bilan, concrètement, ce qu'il y avait, il y avait peut-être, je crois, il y avait 23 chars, il y a 10 fois moins. Oui, non, mais c'était ridicule. Et un légionnaire serbe, d'origine serbe, me disait un jour, mais écoute, c'est pas compliqué. On mettait des rondins en bois, on imitait un char, on mettait un moteur de tronçonneuse à l'intérieur et vu du ciel, ça faisait un char et donc il tapait sur des rondins et il proclamait avoir détruit un char. En plus, dans le cas serbe, on dit souvent c'est une campagne de bombardement aérien qui a réussi par ce effondrement du régime, mais ce qui a fait effondrer le régime, c'est semble-t-il plutôt la menace d'intervention massive au sol. C'est ça qui a fait que dans les rues de Belgrade, par exemple, la police a commencé à ne pas tirer sur la population. Donc quand on dit
que bombarder massivement l'Iran peut déboucher sur un changement de régime au regard que ça se serait fait en Serbie, c'est pas totalement exact. Mais la deuxième chose, côté iranien, ce qui a été détruit en masse, pour leur coup, c'est leur capacité de défense anti-aérienne. Il leur reste des manpads, donc des capacités de tir au niveau de l'épaule. C'est ça qui a abattu un F-15 américain, mais l'essentiel de leur défense aérienne a été détruite. Ça veut dire que si les Américains recommencent demain des campagnes de bombardement, ils seront en milieu, entre guillemets, beaucoup plus permissif, même si, encore une fois, on a vu que les Américains ont dit les 3/4 des lanceurs de missiles ont été détruits. Maintenant, ils disent seulement 40%. À l'heure où nous parlons, les deux camps sont à l'attaque. Ils sont en attaque, certes, dans le domaine de la bataille navale. C'est pas l'attaque générale, mais c'est une attaque très considérable. Tous azimuts, l'attaque sur avec les mines. C'est Trump qui le dit. Ce soir, les Iraniens sont en train d'augmenter le minage du détroit d'Ormuz. J'ai ordonné à la marine américaine d'abattre tout bateau qui pose des mines dans le détroit d'Ormuz. Il ne doit y avoir aucune hésitation. Et c'est Axios, en général bien informé, qui dit la marine du corps des gardiens de la révolution islamique pose davantage de mines dans le détroit d'Ormuz. Cette semaine, voilà, on ne savait pas si c'était une légende, cette histoire de mines. Apparemment, cette fois, ils y vont. Oui, ils y vont. Et puis, en fait, je perçois pas un changement structurel dans la guerre depuis le cessez-le-feu. Au contraire, ce qu'on voit, c'est vraiment une accumulation des forces. Le SS Bush qui arrive maintenant fait partie. D'abord, il va remplacer le Ford normalement. Il s'attaque à des bateaux quand même. Oui, il s'attaque à des bateaux, mais c'est une accumulation. Il n'y a pas un changement drastique. Vous êtes quand même très flegmatique, la Landman. Sur ce plateau, il y avait tout à l'heure Thierry Breton, François Langlais qui disent on risque un choc pétrolier majeur et vous nous dites tout va très bien. Alors d'abord, je dis pas tout va bien. Je dis juste que je vois pas de changement stratégique par rapport à toute cette accumulation de force depuis le début de la guerre. C'est une prise de risque énorme de part et d'autre quand même. Parce que si l'économie mondiale cupesse, c'est non, pas... mais la prise de risque, elle est là depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, on change de phase, on change pas de stratégie. Pour l'instant, la méthode Trump, depuis le début et partout, c'est pression. Ah, vous voulez pas, il n'y a pas de problème, on bombarde. On s'arrête, pression. Donc, en fait, maintenant, la pression, elle est juste différente. Mais en plus, ça fait 2 mois qu'on nous parle de choc pétrolier. Encore une fois, il n'y a pas je vois pas de rupture énorme par rapport à ce qui se passe. Tout ça est quand même extrêmement compliqué. Le Pentagone informe le Congrès qu'il faudrait peut-être 6 mois pour déminer entièrement le détroit d'Ormuz. Des mines posées par l'armée iranienne. Une telle opération ne devrait être menée qu'avant la fin de la guerre seulement, entre les États-Unis et l'Iran. Estimation qui laisse entendre que les répercussions économiques du conflit pourraient se prolonger jusqu'à la fin de l'année 2026, voire au-delà. Oui, quand on regarde les capacités aujourd'hui de la marine américaine pour déminer, alors il y a des Sea Hawk, par exemple, qui peuvent avoir des moyens de neutralisation si on repère les mines. Bon courage pour cette première étape. La deuxième, les Américains commencent à avoir dans leur flotte des USV, donc des drones de surface, avec une capacité de déminage, mais il n'y a aucune information selon laquelle ces USV seraient déjà embarqués, par exemple, par des porte-hélicoptères amphibies. Et la dernière chose, c'est que si on parle de dégâts à horizon 6 mois, je rappelle encore une fois que 2 ans après avoir neutralisé l'essentiel de la menace des Houthis, le trafic n'a pas remonté dans le détroit de Bab el-Mandeb. Avec quand même une inquiétude. Regarde, Renaud Girard, vous qui êtes un confortable bourgeois, vous avez un portefeuille d'actions. Oui, bien sûr. Ah, bah voilà. Eh bien, regardez, la bourse quand même recule un petit peu ce soir. J'imagine que vous avez regardé. Alors, je ne la regarde pas tous les jours, non. Ouais. Ah oui, c'est votre gestionnaire de fortune qui s'occupe de ça. Exactement. Voilà. Et vous prenez le thé avec lui de temps en temps, j'imagine. Je pense, oui, 1 fois par an maximum. Mais non, je ne suis pas boursicoteur, ça m'intéresse pas. Mais quoi qu'il en soit, sur la prise de risque, c'est-à-dire là, et les Iraniens et Trump prennent évidemment, ils sont en train d'user de leviers très dangereux. Ils prennent de gros risques. Je pense que les Iraniens sont mal avisés de pas négocier avec les Américains, un minimum, parce qu'ils ont davantage besoin que les Américains de la paix. Les Américains, finalement, c'est vrai que c'est mauvais que le prix de l'essence augmente, que la bourse se casse la gueule, mais elle se casse pas trop la gueule, en l'occurrence, un petit peu, voilà. Mais c'est pas vital. En revanche, pour les Iraniens, le fait, si ça continue comme ça... Ils sont à l'os. Ils sont à l'os, et vous savez, ils doivent importer beaucoup de leur nourriture. Et donc, si demain, le gouvernement fait face à des émeutes de la faim, c'est quand même assez mauvais pour lui. Donc je pense qu'ils sont mal avisés, mais ils sont sclérosés, ils sont paralysés par leur idéologie, ils sont victimes
de leur propre fanatisme. Renaud Girard, Pas tous. les Iraniens sont à l'offensive, les Américains sont à l'offensive. Regardez d'abord de quelle façon les Iraniens se sont attaqués à ce navire, l'Epaminondas, porte-conteneur navigant sous pavillon libérien. Et là, ce sont donc les Iraniens qui attaquent le Francesca, porte-conteneur navigant sous pavillon panaméen. Lié, c'est le langage de la République islamique, au régime sioniste, selon le communiqué des gardiens de la Révolution, et le porte-conteneur Euphoria, battant pavillon panaméen. Le cargo a été sommé de s'arrêter. Il a essuyé des tirs. Hein. Cette image est fascinante. On voit qu'avec une toute petite vedette, je sais pas, on dirait qu'on est au bord de la mer, je sais pas où, ils arrivent à semer le désordre très gravement ici dans le détroit d'Ormuz. Heureusement que ce ne sont pas des Chinois, parce que je pense que s'il y avait des marins chinois, même sur un bateau civil, là, les types auraient des fusils et leur tiraient dessus. Regardez cette image. Contrairement aux Américains, quand ils donnent l'assaut, il n'y a pas d'hélicoptère, il y a peu de moyens. L'image est reconstituée de toute façon. Ils ont rejoué la scène, mais quoi qu'il en soit, c'est peu de moyens pour un maximum de résultats. Oui, mais ça suffit. Ça suffit. Hein. Et le navire, il n'est pas armé, effectivement. Donc ça suffit très largement. Et en plus, c'est filmé. Vous voyez, donc c'est filmé par drone. Ça a été filmé aussi rétrospectivement. Ouais. C'est certainement. Ça, c'est Hollywood. Oui, bien sûr, mais ils exploitent les images. C'est un message qu'ils envoient. Il y a quand même ils envoient un message, on contrôle. C'est une échelle, hein, quand même. Hein. Oui, non, mais l'échelle, il a bien. Elle est peut-être déjà, mais c'est pas des grappins, hein. Non, c'est une échelle. C'est une échelle rigide. L'échelle qui a été lâchée. Et ils disent voilà, nous contrôlons le détroit. Voilà, c'est tout. Donc, alors je sais pas où ils ont été interceptés précisément. Est-ce que c'était des navires qui essayaient de passer au large d'Oman, dans la zone soi-disant minée? C'est possible. Dans ce cas-là, on leur dit, écoutez, voilà, parce que sinon ils sont obligés de passer par l'Arak, par l'île de l'Arak, etc. Auquel cas, il n'y a pas besoin d'aller les arraisonner. Je précise que le prétexte officiel, au moins pour deux des trois, c'est de dire, voilà, nous respectons le droit international, nous inspectons des navires qui nous paraissent suspects. C'est ça. Écoutez, l'exultation à la télévision iranienne, à la télévision de propagande, sur le thème, voilà, nous avons réussi une magnifique opération. Chers téléspectateurs, voici les images de la première saisie de 2 navires dans le détroit d'Ormuz. Grâce aux renseignements fournis par les combattants, les navires ont été arrêtés conformément à la mise en œuvre des droits de la noble nation iranienne. D'après les informations fournies, les documents et cargaisons des navires ont été inspectés. Arrêtons-nous aux moyens, les vedettes. C'est ces essaims de vedettes qui fonctionnent comme une espèce de, comme les essaims de guêpes dans les pièces antiques. Regardez, là, on voit ici la vue aérienne, elle est tout à fait fascinante, cette image, parce qu'on se rend compte que, avec une certaine impunité, ils mettent des raids très rapides, sans être repérés, sans être détruits. Oui, mais ça reste quand même limité parce qu'ils ne peuvent pas aller en haute mer et que c'est très pratique pour se mouvoir dans le détroit d'Ormuz, qui a une largeur de 33 km. Cela étant dit, sur ces images de propagande, on se demande comment ce moustique, entre guillemets, il a pris évidemment ce monstre de fer, et c'est un bateau, vous le rappeliez, colonel Goya, que c'est un bateau commercial finalement, donc il n'a aucun moyen de se défendre et il n'était même pas question pour lui de se défendre. Mais en fait, on réalise que c'est vraiment ce sont des images de propagande. C'est juste des coups pour la com. Parce que quelques hommes, comment peuvent-ils inspecter un monstre pareil et même le contenu, parce que c'est un porte-container. Donc voilà. Mais ils n'ont pas d'armes à bord, pardon. Ils n'ont pas d'armes à bord, selon vous? Non. Et c'est Renaud Montagne, il faut penser. Vous savez, j'étais en Irak quand il y a eu la guerre de 2003, les Américains sont arrivés. On a eu un ministre de la formation, je ne sais plus comment il s'appelait, qui faisait des communications. Oui, voilà. Et alors, même 3 jours avant, les Américains étaient à 50 km de Bagdad, qui disaient, à la télé, nous sommes en train de gagner, etc. C'est une habitude orientale. Alors que les Iraniens devraient faire preuve de davantage de réalisme. Kalibaf l'a fait, et visiblement il est dégoûté parce que les durs essaient de le mettre de côté. Du réalisme, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre, et ils sont face à un ennemi bien supérieur à eux. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, a eu le courage de dire Kalibaf il y a 4 jours à la télévision iranienne. Il l'a dit. Maintenant, il y a les durs. Là, parmi les durs, il y a Vaïdi, là, le chef des... On reviendra à ce qui est dans le régime, mais si on reste un instant là, sur les moyens militaires, expliquez-moi exactement, d'après vous, s'il y a mise en scène, s'il y a mensonge, alors, mise en scène, c'est sûr, c'est visiblement reconstitué, mais
est-ce que ça reconstitue vraiment l'attaque ou bien est-ce qu'ils sont en train de pipoter? Ah bah si, ils sont montés sur le navire, ils ont pris le contrôle du navire, mais c'est pas très compliqué techniquement. Enfin, c'est haut, ne serait-ce que la coque, faut y arriver. Mais ça, vous voyez, c'est pas une opération militaire, parce que moi j'ai fait des raids, oui, avec la marine française dans les Caraïbes. Vous voyez bien que c'est pas des grappins. Normalement, les commandos, ils jettent des grappins, ils montent à une corde. Là, c'est une échelle de corde, mais qui est très lourde. Il est trop modeste, Renaud Girard. Vous avez vu? Oui, j'ai fait ça de temps en temps quand j'étais jeune. J'ai sauté. Vous avez sauté en parachute, non, aussi? Ah oui, j'ai sauté en parachute, bien sûr. Mais le colonel, tout le monde, tous les officiers ont sauté en parachute. Le colonel Goya aussi, certainement. Non, non, c'est une échelle qui vient du bateau, qui est très volumineuse. C'est des échelles rigides. Oui, une échelle rigide. Et donc, c'est pas une opération de guerre, c'est forcément négocier peut-être la radio avec des types. On va vous inspecter. Ils disent à l'équipage, ouvrez la, oui, la parce porte. qu'on vient vous inspecter, comme vous l'avez dit très bien, Darius. Ils se sont mis simplement, on fait une inspection de routine prévue par le droit international, et là, le bateau dit OK. Et c'est vrai que si les gardiens de la Révolution vous appellent au téléphone en disant où on tire sur vous, ouvrez la porte, vous avez tendance à ouvrir la porte. En même temps, quand on voit la taille quand même des porte-conteneurs ou des tankers, encore plus même des super-tankers, on se dit qu'il faut quand même bien taper pour pouvoir arriver à le détruire, à le couler quand même. Surtout qu'ils sont souvent à double coque, ils ont prévu les coups, donc c'est dur à couler quand même. Mais on peut toujours attaquer. Puis encore une fois, ce sont ces civils, ils n'ont pas du tout envie de prendre des risques. Sur le ressort de la République islamique quand même, comment est-ce que vous expliquez que simplement que les Américains n'arrivent pas à les détruire. Tous ces navires, ils les voient. On nous disait tellement que les Américains voient tout, même le téléphone portable est là. Déjà, ils sont pas dans le NSA secteur. sait qu'il est là. Comment ne savent-ils pas qu'il y a ces navires-là D'abord, on est très près. Bravo, vas-y. Bon, sur 1400 km de littoral, évidemment que les 300 à 500 petits bateaux qui sont nichés, il y aurait des dizaines de sites d'où peuvent partir ces vedettes. On ne peut pas tout surveiller en même temps. Les Ukrainiens ont dû substituer au manque d'imagerie satellitaire par la transparence du ciel, par les drones. Les Américains n'ont pas ça dans le détroit. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des déplacements qui peuvent se faire de nuit, etc. Mais je rappelle que ce genre de procédé qu'on voit avec des porte-conteneurs, c'est le même genre de défi que nous, on a dû affronter dans la corne de l'Afrique contre de la piraterie. Les pirates somaliens n'ont pas besoin de beaucoup de moyens pour aller bloquer un porte-conteneur de 150 mètres. Là, c'est la même chose qu'ils font, mais c'est de la piraterie d'État. En tout cas, simultanément, là... Ils mettent 20 minutes pour arriver sur dans le détroit, c'est très court, ils mettent 20 minutes, donc le temps de les repérer... et puis les Américains... Et d'essayer d'essayer d'intervenir, c'est... Attendez, faites-nous le minutage, puisque vous êtes... Non, attendez, je sais que vous faites même des simulations. À la minute 1, la navette, ces essaims de navettes qu'on a vus, ils peuvent aller à 80 km/h, par exemple. Bon, les F-18, c'est quoi qui peut agir, ou bien les... Il y a plein de choses. Les A-10, des hélicoptères, des A-10... Les hélicoptères. Ils sont avertis donc 2 minutes plus tard. Ils sont où? Forcément. Alors. À Oman, ils sont où? Ils sont basés où? D'abord, oui, il y a à Doha, il y a Et il leur faut combien de temps pour arriver? Il leur faut 20 minutes à peu près. Non, le temps d'alerte, il faut des avions d'alerte. Puis je rappelle que le centre de gravité de la flotte américaine, il n'est pas là. Il est dans la mer d'Oman. Ils font le blocus. Donc les moyens de surveillance, ils sont surtout dans cette région et pas tellement là. Et puis même encore une fois, le temps d'envoyer un avion en alerte, etc., de l'envoyer sur place ou un hélicoptère, ça prend du temps. Donc c'est trop tard. Ils sont déjà. Le raisonnement est à l'intérieur. Il faut bien comprendre que, à mon avis, je parle sous votre contrôle, mais le raisonnement est à l'intérieur du Golfe Persique. Oui, tout à fait. Et donc, ça change tout. Parce que si c'était en haute mer, là, un gros bateau comme ça, le petit bateau essaie de monter dessus, voilà, les types, il dit, il se met dans la cabine, il continue. Haute mer, on a le temps de le voir arriver, et puis on peut faire quelque chose. Et là, ils sont pas haute mer, donc ils sont coincés dans la nasse du Golfe Persique, et donc, ils acceptent l'inspection. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs que la cargaison va être confisquée, on n'en sait rien. Peut-être que si c'est pas des intérêts, si ça appartient pas aux Israéliens, aux Américains, peut-être qu'ils vont laisser partir le bateau. Sophia. Oui, il y a 2 éléments très rapidement en plus qu'il faut rajouter. C'est que d'abord, ces vedettes sont faites dans une matière qui n'est pas apparemment repérable par des radars. C'est de la coque. C'est des fibres de carbone. Voilà. Et donc ça, c'est difficile à repérer avec un radar parce que c'est de la fibre de carbone et ça n'est pas du métal. C'est relativement plat sur l'eau. Donc ça se voit mal. Le temps que le radar éventuellement la repère. Et puis ensuite, pourquoi la frapperait-il? Puisqu'il n'a pas commis d'acte de guerre. On est en cessez-le-feu. Oui. Donc pourquoi le frapper? Puisqu'il va simplement
arraisonner ou intercepter ou demander à vérifier le contenu de cette cargaison à l'intérieur du détroit. L'Iran à l'offensive par plusieurs moyens, semble-t-il, puisqu'on apprenait il y a quelques minutes que des tirs de roquettes ont été reçus au nord d'Israël, venant très vraisemblablement du Hezbollah, donc au sud Liban. Ça montre que le Hezbollah a une capacité encore de frapper. On va y revenir. Et puis, il y a ces menaces sur les câbles sous-marins. Dites-nous un mot de ça, Léa, s'il vous plaît. L'agence Tasnim, c'est l'agence liée aux gardiens de la Révolution, a cartographié les câbles Internet sous-marins et menace de s'en prendre à ces câbles qui jouent un rôle très important, notamment pour connecter au monde l'Arabie Saoudite, Oman, les Émirats, donc d'énormes économies. Oui, je crois qu'il y a à peu près 7 systèmes de câbles qui ont été exposés. Et encore une fois, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que on est en pleine compétition entre les puissances. Pourquoi ? La compétition entre les puissances, elle a 3 facteurs essentiels. Les armes, donc la bataille, les armes, la technologie, et les corridors maritimes. Et là, on est et les corridors maritimes et la technologie. Mais ce qui permet aussi de dire, par rapport à ce détroit d'Ormuz, où là, je continue à dire que les Iraniens se sont coincés dans cette histoire comme pas possible, il y a depuis, surtout les années 2020, donc post-Covid à peu près, toute une nouvelle réflexion autour des corridors. Pour contrer les corridors chinois. Donc il y a IMEC qui a été signé à peu près 20 jours avant le 7 octobre, qui est un corridor logistique qui doit passer de l'Inde, Émirats, Israël, etc. et Europe du Sud. Il y a un projet américain qui s'appelle Pax Silica. C'est tout un projet justement autour des câbles, autour de la technologie, autour de la logistique. Est-ce que ça peut être une habileté américaine pour eux d'essayer de titiller les Chinois ? Tout ce que vous me dites, l'histoire du pétrole, etc., on comprend que derrière l'Iran, il y a souvent la Chine. Oui, mais d'abord, il y a la Chine, mais là, on est au-delà de la Chine. Là, les États-Unis, non seulement peuvent tester leur armée, ce qui est quand même assez phénoménal pour une armée aussi puissante. Ils peuvent la tester en temps réel, mais ils peuvent aussi commencer à réfléchir où vont les alternatives. Si le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, c'est les 2 coins qui vont coincer, on va réfléchir maintenant à d'autres corridors. Et cette histoire de corridors, IMEC en l'occurrence, ils sont intéressants parce qu'en parallèle, il y a des corridors qui passent par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc en fait, on est en pleine compétition et c'est le meilleur moyen de tester. Donc les Iraniens, encore une fois, ils sont coincés dans leur histoire. La République islamique est en train de défier les États-Unis d'Amérique. Regardez, dans Téhéran, pendant que théoriquement, vous le disiez, campagne pourrait reprendre, ils font toutes sortes de démonstrations de missiles de Khorramshahr, missiles de propagande peints en rose quand c'était les femmes, en bleu quand c'était avec les hommes. Il y a tout l'appareil de propagande du régime qui se donne libre cours. On peut peut-être entendre ce clip de l'agence Farce sur le thème « Nous sommes prêts à tirer ». J'ai le bouton entre les mains. Ça veut dire que c'est moi qui choisis où on frappe. On sait aussi que les héros de notre pays peuvent frapper où bon leur semble. Nous ne sommes pas une nation belliqueuse, mais si l'ennemi agit méchamment, avec nos missiles, nous pouvons détruire n'importe quel endroit. Voilà pour la mise en scène. Michel Polaco, vous êtes avec nous pour l'aspect plus concret et réel. Vous êtes expert en aéronautique, questions de défense et du nucléaire. Bonsoir Michel Polaco. Bonsoir. Qu'est-ce qui est réel derrière toute cette mise en scène en termes de missiles notamment? Un certain nombre de journaux, notamment le Wall Street Journal, conjecture qu'il resterait 1000 missiles balistiques iraniens, ce qui est tout de même considérable, même au-delà de ces propagandes un petit peu à 4 sous. Oui, si vous voulez, ce qui est réel, c'est que la guerre continue, qu'elle ne pouvait pas s'arrêter tant qu'il n'était pas certain que les Iraniens ne possédaient plus de missiles et ne possédaient plus de drones capables d'attaquer à distance, et tant qu'on n'était pas sûr que les Iraniens n'avaient pas de capacité de nuisance dans le détroit d'Ormuz. Donc la guerre continue. Donc, comme on en a parlé, le cessez-le-feu était une sorte de lucarne.
qui permettait de voir s'il était envisageable de rapprocher les positions. Ça n'a pas été possible. Donc la guerre repart. Et donc maintenant, on voit les opérations menées ou annoncées dans le Golfe par les Iraniens. On voit les Américains qui poursuivent mollement quelques opérations de bâtiments qui entrent ou sortent du Golfe. Et puis on va pas tarder à voir à nouveau des missiles balistiques et des drones s'abattre sur les pays du Golfe et sur Israël. Et expliquez-nous, comment ce mystère est possible. C'est-à-dire, là on voit les images des souterrains. On veut bien croire qu'il y a une partie qui a été sauvée dans les souterrains, mais le président Trump dit ce soir 78% des destructions réussies. Même s'il exagère un peu, il y a eu des milliers de bombardements et ils peuvent encore tirer. Écoutez, à mon avis, s'il sait que c'est 78%, je l'admire. À mon avis, personne n'en sait rien, puisque manifestement, personne n'avait envisagé qu'il y en ait autant il y a 2 mois. En tout cas, pas les Américains, puisqu'ils ont quand même été largement surpris par le nombre de missiles et le nombre de drones qui ont provoqué véritablement des dégâts et la panique dans ces opérations. Maintenant, je vous dis, mon sentiment, c'est que les opérations reprennent et qu'il va falloir que ça dure jusqu'au moment où il y aura, pénurie d'armes offensives chez les Iraniens. Ça peut durer 3 jours, 8 jours, 1 mois. Ça ne durera pas 6 mois, mais ça peut durer un certain temps. D'ailleurs, ils ont utilisé leurs armes offensives avec parcimonie et bon escient, si on peut dire. Ils n'ont pas tout tiré d'un coup, même s'ils ont fait quand même parfois des gerbes de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de lanceurs. Mais bon, ils n'ont pas tout tiré d'un coup, ils ont gardé beaucoup de choses sous la main. On va voir comment ils gèrent. Cela dit, je note quand même, comme je l'ai toujours pensé, que tous ceux qui disaient que Trump n'en pouvait plus et qui voulaient absolument arriver au bout et s'arrêter, etc., je pense qu'ils se sont trompés. Trump a son temps, il a du temps, et il a un seul objectif, c'est d'arriver au bout de ses objectifs, c'est-à-dire désarmer les Iraniens, libérer son peuple et supprimer les menaces sur les pays riverains et les autres d'ailleurs. Michel Polaco, restez avec nous. Comment vous expliquez ça, Aurélien Duchesne, dans l'histoire, quand on compare au bombardement précédent, tout à l'heure on parle de la Serbie, mais si on remonte dans l'histoire, même dans les décennies, qu'est-ce qui fait que l'Iran réussit à tenir tête à la première armée du monde? Il y a 2 choses. Tout d'abord, le niveau de fortification dans lequel ils ont enterré leurs missiles. Si vous comparez, par exemple, au Vietnam, la résilience du Vietnam, c'était les flux permanents d'armement envoyés par la Chine et l'URSS sur lequel le Vietnam n'aurait peut-être pas gagné. L'opération, par exemple, Tonnerre roulant, 3 ans de bombardement massif de la part de l'US Air Force. La deuxième question de la résilience de l'Iran, c'est aussi qu'ils ont réussi à décentraliser non seulement le commandement, mais aussi les caches. Et on a vu dans les dernières semaines du conflit, dans les 2 dernières semaines, que les Iraniens apparemment faisaient du shoot and shoot, c'est-à-dire ils tirent avec un lanceur et ensuite ils vont à nouveau se protéger dans un abri fortifié. Même si le départ de tir était repéré par les Américains, ils ne pouvaient plus retrouver le lanceur et ça leur a permis d'économiser sans doute des dizaines de lanceurs. Et il faut rajouter à ça, effectivement, le fait que leur arsenal est enseveli, qu'il y a une très forte résilience, mais aussi la capacité de nuisance et les armes inadaptées de l'ennemi. Parce que finalement, eux, ils n'ont pas de marine, contrairement à ce que dit le président Trump, de dire on a déjà envoyé la marine. Ils n'avaient presque pas de marine, une aviation quasi inexistante, mais ils ont des armes qu'une armée aussi puissante que celle des États-Unis ne sait pas gérer. Ils ont tout misé sur les missiles et drones. Exactement. Tout ce qu'on voit d'ailleurs là dans les souterrains. Les missiles et les drones, c'est ça leur aviation. Or, les armées modernes, les armées des grandes démocraties, commencent à peine à réaliser, à la faveur, hélas, de la guerre en Ukraine et suite à l'invasion russe, le danger et la nouveauté de cet arsenal. On appelait ça la révolution arabe dans les affaires militaires, dans le terme militaire. Ça commençait en 1982. C'est-à-dire qu'en 1982, les Syriens se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus affronter Israël. Le ciel serait désormais israélien ou aux Américains, et même au sol, c'était pas possible. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, l'aviation, ça sert à rien. La marine grise, ça sert à rien. En revanche, il nous faut des trous, des retranchements, des missiles balistiques, ça passe toujours à l'époque, et plus tard des drones, et puis des guérilleros. Voilà, et c'est comme ça qu'on pourra résister
à Israël d'abord et surtout aux États-Unis. Mais encore une fois, de l'autre côté, il faut bien comprendre que cette campagne aérienne était relativement limitée du côté américain. Pendant la guerre du Golfe en 1990, il y a eu 100 000 sorties aériennes. Là, on est à 15 000. C'était une toute autre démonstration de force. 90, voire même en 2003, c'était une toute autre démonstration de force face à 2030. Là, on est à minima. Et non seulement on est à minima, et en plus on s'est arrêté au milieu du chemin. 22h56, avançons un peu, puisqu'on va voir, on a vu de quelle façon les Iraniens sont à l'attaque et les Américains sont aussi à l'attaque, toujours dans cette bataille navale qui prend une dimension supplémentaire. Et cette fois, les Américains lui donnent une dimension mondiale, puisqu'ils parlent d'un blocus non seulement dans le détroit d'Ormuz, mais bien au-delà, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Regardez l'image, c'est l'attaque des forces américaines contre un pétrolier. Les forces américaines ont effectué, alors moi j'adore les euphémismes, ils appellent ça une interdiction maritime et une inspection à bord. Mais quand même, armes au poing, avec des hélicoptères de combat, enfin, ils se sont rendus maîtres du navire. C'est un navire apatride, le Majestic, transportant du pétrole en provenance d'Iran, et on est là dans l'océan Indien, c'est-à-dire on est cette fois très loin du détroit, et évidemment ça a un sens très important. Oui, mais il faut absolument que je revienne sur cette histoire de Serbie parce que je voudrais vous régler cette histoire. La Serbie, c'était 78 jours de frappe aérienne, donc 2 fois plus que ce qui se passe en Iran, et la Serbie, c'est 20 fois plus petit que l'Iran. Okay, donc là, on est dans ce truc-là. En ce qui concerne les navires et en ce qui concerne le détroit d'Ormuz, les Américains font un choix, en fait. Ils vont pas maintenant s'attaquer à chaque navire qui passe. Ils vont pas se mettre en opposition totale avec les Iraniens. Ils vont, je pense, choisir leur bataille, comme vous dites. C'est-à-dire que si c'est un navire chinois qui reçoit un coup de fil, encore une fois, de Beijing en disant laissez passer, ça nous arrange, ils laissent passer. Entre-temps, les Iraniens, avec leurs moustiques, là, ils peuvent appeler le capitaine du bateau et leur dire on monte. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus coordonné que ce qu'on a l'impression, et les Américains vont pas commencer à taper sur chaque moustique qui passe. Donc, en revanche, je reste persuadée que les Américains, les Israéliens, les Émiratis par CENTCOM ont des yeux sur toutes ces opérations. Mais là, le sens de faire un blocus mondial, on se rappelle les blocus mondiaux, en général ça n'a pas marché, c'était Napoléon qui avait essayé de bloquer complètement les Anglais en 1806, 7. Oui, c'est vous là. Regardez le Normalien. 1807, absolument. Et en 1807, à Tilsit, d'ailleurs, votre ami Bonaparte a demandé à Alexandre Ier de Russie, qui parlait aussi bien français que lui, bien sûr, de se joindre à ce. Il a dit d'accord, puisqu'il était un peu modeste. Alexandre Ier, il venait de perdre la bataille de Friedland. Mais Bonaparte, il a demandé quelque chose en échange à Bonaparte, ce qui était normal. Il me dit, donne-moi quelque chose d'autre. Il dit, qu'est-ce que tu veux, mon cher cousin? Il a dit, je veux aller à Constantinople, prendre la 2e Rome, parce que la Russie, c'est la 3e Rome. En Russie. Et là, Bonaparte a fait une réponse stratégiquement idiote. Il lui dit, ah non, car qui contrôle les détroits contrôle le monde entier. Mais il aurait fallu dire, allez-y. Comme ça, les Anglais auraient certainement fait la guerre aux Russes, et ça aurait beaucoup arrangé nos affaires, à nous Français. Extraordinaire, voilà. Ça, c'est les bonnes histoires de tonton Royo. Non, mais c'est très intéressant. Les détroits, qui contrôle les détroits contrôle le monde. C'est ce qu'a dit Bonaparte à Alexandre Ier à Tilsit. Et là, on a une tentative de blocus étendue, puisqu'effectivement, les Américains veulent, étrangler les Iraniens à haute distance. Vous regardez la carte très intéressante où on voit le trajet de ce pétrolier qui revenait vers l'Iran, si j'ai bien compris, c'est ça, hein? Il revenait à vide, certainement. Il revenait à vide, et il revenait précisément de Chine. Oui, alors, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'océan Indien. Mais pourquoi d'où ils viennent ces hélicoptères américains, en fait? Ils viennent du porte-hélicoptère Boxer. C'est-à-dire que le groupe aéronaval Boxer, qui était censé rejoindre le golfe d'Oman, on lui dit finalement, tu vas rester un peu dans la zone. Et tu vas servir à faire la traque des navires dans la zone. C'est-à-dire que entre ça et les Marines qui sont déployés sur les destroyers dans le golfe d'Oman, ça veut dire qu'il n'y a plus de capacité opérationnelle, par exemple, pour mener des opérations à terre, pour mener des opérations amphibies dans le détroit. Elles sont toutes polarisées pour l'instant sur le blocus. Comment se déroule la prise de vive force? Michel Polaco, vous êtes toujours avec nous. Aidez-nous à décrypter, comme on dit maintenant, décrypter les images, qu'on voit exactement à l'image combien il a fallu d'hommes, du côté des Américains, d'hélicoptères, 2 en tout cas. Vous avez vu que c'est pas beaucoup. De toute façon, ça fait quelques jours qu'on en parle et qu'on assiste et qu'on voit des images. Il faut pas beaucoup d'hommes. Il faut d'abord des tractations, des discussions, des échanges qui se font par radio, qui se font par signaux divers. Et puis à un moment donné,
une fois que ces échanges ont abouti ou pas abouti, on décide de faire la prise. Alors si la prise est aisée, à ce moment-là, ce sont souvent des hélicoptères, soit qui se posent, si c'est possible, comme on le voit là, ou des hélicoptères qui larguent des commandos avec la longue corde du commandant Proutot, dont on a eu l'occasion de parler plusieurs fois. Et puis sinon, si c'est plus compliqué, à ce moment-là, il peut y avoir des hélicoptères armés qui s'approchent et des opérations, je dirais, d'amoindrissement de l'équipage si l'équipage résistait. Mais pour l'instant, on n'a pas vu d'équipage résister. Le président Trump se vante que, grâce à tout ça, les Iraniens perdent 500 millions de dollars chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, c'est pas nul, 500 millions de dollars. C'est très proportionné parce que le PIB iranien, c'est 400 milliards de dollars. Celui des Américains, c'est 30 000 milliards. La guerre, dans sa phase active, donc les 40 premiers jours, c'était 1 milliard de dollars de dépenses par jour pour les Américains. Donc là, c'est gagnant-gagnant, entre guillemets, pour les Américains. L'Iran souffre beaucoup plus et surtout, c'est ciblé. Là où ça commence à faire mal pour l'économie iranienne, c'est non seulement un tiers du budget iranien qui commence à être à sec à cause de la baisse des revenus pétroliers, et pour la population, on commence à avoir notamment le secteur manufacturier qui va souffrir. C'est pour ça qu'encore une fois, quand Trump dit qu'il a le temps, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous êtes parmi les soutiens de l'intervention, contrairement à Renaud Girard, par exemple. Vous avez toujours dit ça. Attention, regardons bien ce qui va se passer, et ça semble là être plutôt versé à votre... comment dire, à l'appui de vos théories. Pour suivre sur ce point, les Américains se battent, à la Colin Maillard, avec une main dans le dos et un bandeau. C'est-à-dire que les Américains, s'ils voulaient mettre le même volume de porte-avions, par exemple en 2003, ils en mettraient 5 sur zone. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les Américains, ça n'est pas la Russie en Ukraine, ils ne sont pas sur les rotules. Les Américains ont seulement du temps, mais des marges de manœuvre, même si on parle des carences de missiles, par exemple. C'est Renaud Girard, vous me regardez moi, c'est pas moi qui vous prends, c'est Renaud Girard. C'est de ce côté, bon élève comme nous deux. Ce que je n'aime pas, c'est ces guerres de changement de régime en terre d'islam par l'Occident, les Occidentaux qui prétendent qu'il faut absolument arriver avec leurs avions, leurs bombes, leurs lance-flammes et leurs mitrailleuses, pour persuader ces peuples étrangers de prendre leurs mœurs et d'administrer, comme on a fait en Libye, en Afghanistan, en Irak. Alors on ne fait rien. Non. Alors en revanche, si on veut effectivement, si on poursuit un but légitime, qui est la dénucléarisation de l'Iran, parce qu'il faut reconnaître qu'on ne voit pas pourquoi l'Iran a de l'uranium enrichi à 60%, alors que le seul usage civil qu'on connaisse supérieur à enrichissement important, c'est l'uranium. Mais alors, pardon, dites-le, Renaud Girard, dites-le si vous le pensez vraiment. Certains le pensent. Moi, je pense qu'en que réalité, on n'a pas à changer les régimes, qu'on ne peut pas aider les populations, non, mais chaque population doit céder elle-même. On peut dire, nous avons le monde entier derrière nous, qui est favorable, et tous les pays du Moyen-Orient, à la dénucléarisation. Oui, ça on l'a compris. Nous sommes prêts à négocier avec Mais sur le fait que les peuples doivent céder eux-mêmes, qu'on ne veut pas aller les aider, vous le pensez ? Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas, effectivement, arriver avec notre drapeau et en missionnaire, comme les missionnaires de la Révolution française ou Bonaparte en Allemagne. Les Allemands, finalement, puisqu'on parlait de Bonaparte, ils se sont ligués contre Bonaparte. C'est pour ça que Bonaparte Est-ce que c'est une démission ? Est-ce que c'est une démission ? Je relisais cette nuit, par exemple, sur ce qui est arrivé aux Hongrois dans les années 50, où il disait... Radio Free Europe leur avait promis que les Occidentaux les aideraient. Les Occidentaux ont fait comme c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire, désolé, on peut rien faire pour vous. Voilà, ce qu'il fallait pas faire, c'est effectivement de donner aux Russes à Yalta la Hongrie. Mais après, c'était trop tard. Après, c'est trop tard, oui. Après, c'était beaucoup trop tard. Vous partagez ça sur ce plateau, sinon, pardon, il y aurait on peut une rien guerre nucléaire sur la Hongrie. Vous partagez ça qu'on peut rien faire pour le peuple iranien en réalité ? Non, je partage pas du tout cette idée qu'on ne peut rien faire. Et les Américains, les Israéliens et même les Arabes n'ont jamais évoqué l'idée de faire un changement de régime en Iran et d'installer la culture occidentale, etc. Ce qu'on dit depuis le début, c'est que les Iraniens ont quand même une culture de 3000 ans c'est pas l'Irak, c'est pas la Libye, c'est pas et puis les changements de régime qu'il y a eu en Libye, en Égypte après le printemps arabe, c'est parce que l'Occident a décidé qu'il ne voulait plus de dictateurs dans tous ces pays-là et qu'il a fait un peu un blocus, notamment en Égypte. Donc on n'est pas du tout. Donc on a un régime démocratique en Égypte, c'est ça ce que vous dites ? Non. Ah non. Ah bon, alors. D'accord, mais on avait le chaos quand même en Égypte. Donc on est venu. Non, bah oui. Mais c'est pas les mêmes cas de figure. L'Iran,
c'est pas le même cas de figure que l'Irak. Et de toute façon, personne n'est en train de... comparaison avec l'Égypte aussi, une nation très ancienne. Hein, voilà, peut dire des pharaons. Le raisonnement ne marche pas. Hein. Pourquoi il marche pas ? Il marche très bien, le raisonnement. Est-ce qu'on a des structures dans un pays qui permettent de garder le cap ? En Irak, c'était pas le cas. En Libye, c'était pas le cas. En Égypte, c'était le cas, mais il a fallu payer un prix très important pour les Égyptiens. Est-ce qu'ils avaient besoin de payer le prix ? Oui, parce que c'était leur choix. Et en Iran aujourd'hui, est-ce que les Iraniens peuvent faire ça tout seuls ? Non. Il y a 200 000 gardiens de la révolution, ils ont 40% de l'économie, ils ont le monopole sur les armes. Jamais de la vie, les Iraniens aujourd'hui peuvent avoir un changement de régime. Non. Donc en Égypte, on avait le général Moubarak, d'accord ? Maintenant, on a le général Sissi. Et là, maintenant, on a le général Sissi, il a tous les pouvoirs. Et tout marche bien, et on commerce avec lui. Et il mérite effectivement d'être en paix depuis longtemps, depuis sa date, avec Israël et l'Égypte, effectivement. Et il achète des Rafales. Et évidemment, d'un point de vue... C'est la deuxième récipient d'aide américaine. Enfin, je comprends pas. Je pense qu'on mélange un peu tout. Déjà, l'Égypte, elle a fait sa révolution. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont apporté le régime. J'ai couvert la révolution égyptienne et j'ai eu le privilège d'y être enfermé en prison 2 fois de suite pendant cet événement majeur, puisque ça a été une des premières révolutions arabes après la Tunisie. Et ça, c'était des révolutions qui étaient décidées par les peuples. Alors les résultats, comme vous le dites, ont été bien tristes, puisque finalement, on a repris les mêmes, un peu différents, et on a recommencé. Pour l'Irak, ça n'était pas parce qu'on a décidé d'apporter la démocratie, c'est parce que Bush ne pouvait pas frapper l'Arabie Saoudite, puisque ceux qui ont fait le 11 septembre étaient saoudiens et non pas irakiens. Et l'Irak est, parce qu'il faut quand même cesser de dire les Iraniens c'est différent, c'est pas différent. L'Irak, la Mésopotamie, c'est la plus ancienne civilisation, elle est encore plus ancienne que la civilisation perse. On va pas classer les peuples, il y a de grandes civilisations qui ont périclité et l'inverse. Donc aujourd'hui, moi je rejoins tout à fait juste votre question et je n'ai pas de réponse pour répondre à cette question. Faut-il venir en secours au peuple ? Moi, je pense, contrairement à mon très cher confrère, que oui, il faut venir en secours ou secourir les peuples, absolument tous les peuples qui souffrent, mais il faut trouver un mécanisme à travers l'ONU où le droit de veto n'empêcherait pas cette aide et savoir qui va classer, qui est dictateur, qui est occupant, qui est occupé, qui est brimé, et ça, c'est tout un chantier dont on est vraiment aujourd'hui très loin. Avançons un petit peu, ça, on revient tout à l'heure au débat, messieurs, sur les moyens, et là encore on a besoin de vous, Michel Polaco. Les Américains ne s'arrêtent pas à un navire. L'armée américaine a intercepté 3 pétroliers au moins, battant pavillon iranien, et on est toujours dans les eaux asiatiques, près de l'Inde, de la Malaisie, du Sri Lanka. Il y a un super pétrolier qui s'appelle Deep Sea, battant pavillon iranien, partiellement chargé de pétrole brut, le C20, Sevin, un plus petit pétrolier battant pavillon iranien de capacité maximale de d'un million de barils, transportant 65% de sa cargaison. 3e, super pétrolier Dorena, battant pavillon iranien, intercepté avec pleine capacité 2 millions de barils de pétrole brut. Est-ce que Michel Polaco, en faisant tout ça, en accumulant tout ça, il peut vraiment asphyxier l'Iran ? C'est-à-dire que les Américains possèdent, comme bien d'autres pays sans doute, une solide database qui leur permet de savoir où se trouvent à peu près tous les porte-conteneurs, tous les pétroliers, tous les vraquiers, etc., qui circulent sur les mers du monde. Il se trouve qu'eux, ils ont en plus l'avantage d'avoir environ 300 navires militaires, 300 bâtiments de guerre. Alors, il y en a quelques-uns qui sont un peu concentrés dans le Golfe, enfin à côté du Golfe en ce moment. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent faire des opérations ponctuelles pour intervenir à droite à gauche sur des bâtiments qui, pour l'instant, ne sont que, a priori, en route pour venir vers le Golfe chercher quelque chose. Mais a priori, ils sont vides. Je n'ai pas vu que les Américains aient intercepté des bâtiments iraniens, par exemple des pétroliers iraniens, se rendant en Chine et ayant une cargaison de pétrole qui a été chargée. Vous voyez ? Donc voilà, ils ont les moyens. C'est toujours un peu leur système du fleuret moucheté. Je trouve qu'ils agissent très doucement, d'une manière à peu près proportionnée avec les Iraniens. Écoutez Donald Trump ce soir qui dit « Je suis prêt, j'ai le temps pour moi, petit 1 et petit 2. S'il faut reprendre les combats, et cette fois on parle des bombardements, plus seulement en étant évidemment d'heure en heure, il s'agit plus seulement du blocus, il s'agit d'une extension encore supplémentaire. »
J'ai détruit ce pays militairement dans les 4 premières semaines de bombardement. Maintenant, nous sommes simplement en train d'attendre de voir quel accord ils vont conclure. Et s'ils ne veulent pas conclure d'accord, nous finirons notre campagne militaire. Nous avons frappé 78% des cibles que nous voulions frapper. Nous avons détruit leur capacité de production de missiles, de drones, tout le reste aussi. Et je parle de 78 à 90% de taux de destruction. C'est incroyable ce que nous avons réalisé. Je l'ai fait dans le délai que j'ai mentionné, mais je ne veux pas me presser. Tout le monde dit Trump est pressé par le temps. Il n'y a pas de pression. Voilà, la parole et les actes. Regardez l'USS Bush. On est maintenant 3 porte-avions sont dans la région, puisque l'USS Bush a fini son très long périple en contournant toute l'Afrique. Ce porte-avions, il donne le ton de la soirée, puisque c'est lui qui emmène avec lui beaucoup d'armements, les FA-18 notamment. Dites-nous quelques mots de ces caractéristiques avant, on va partir à Washington. Mais d'abord, caractéristiques de ce porte-avions, Michel. Pour les F-18, il y en a sur tous les porte-avions américains, puisque c'est le dernier avion, en dehors des F-35 qui sont nouveaux, qui équipe les porte-avions américains. Comme nous avons exclusivement des Rafales sur notre porte-avions. Ce sont des avions multimissions. Il y a des F-18 pour la guerre électronique, les prowlers. Il y a des F-18 pour l'attaque en mer ou au sol. Il y a des F-18 pour le combat aérien. Donc voilà, le Bush renforce sérieusement, avec probablement entre 70 et 90 aéronefs. Il y a aussi quelques hélicoptères. Et puis, il y a le groupe aéronaval qui accompagne le Bush, avec des bâtiments anti-aériens, anti-missiles, anti-sous-marins, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il continue à renforcer ses moyens. Alors est-ce qu'à un moment donné, il va s'en servir? Parce que pour l'instant, on a quand même l'impression que ce golfe, c'est un véritable moulin. Il y a des tas de bateaux qui passent, il y a des tas de gens qui gigotent et qui gesticulent. On voit des vedettes iraniennes aller arraisonner des bateaux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce ne sont que des images de synthèse? On a l'impression que c'est quand même un drôle de Capharnaüm. Vous êtes avec nous, Sonia Dridi. Il y a une sorte de mise en scène de la soirée, puisque à l'heure où nous parlons, le président américain va recevoir les représentants israéliens et libanais, et ça va jouer un rôle très important. Oui, tout à fait. On a appris il y a quelques heures que ces négociations entre Israël et le Liban qui devaient avoir lieu au département d'État étaient déplacées ici à la Maison-Blanche, que Donald Trump, il semble tenait à chapeauter ces négociations et à recevoir l'ambassadrice libanaise à Washington ainsi que l'ambassadeur israélien à Washington. Ces négociations qui seraient actuellement en cours, puisque il y a quelques minutes, le pool, donc le petit groupe de journalistes qui a accès aujourd'hui aux événements dont fait partie le président, a été appelé, alors que ce n'était pas prévu, pour, a priori, soit une prise de parole de Donald Trump qui pourrait bientôt intervenir, ou en tout cas pour assister à ces discussions, en tout cas une partie des discussions entre le Liban, Israël et chapeauté par le président. En tout cas, il a tenu à ce que ces négociations, ce deuxième round, donc cette deuxième partie des négociations entre les Liban et Israël à Washington, se fasse ici à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Sonia. Quelles sont les grandes manœuvres auxquelles on assiste? On reste sur cette porte-avions, l'USS Bush. Il arrive plein de munitions. Il arrive plein d'hélicoptères HSM-46. C'est lequel, le HSM-46? Alors, vas-y. Non, c'est pas le CEO. Mais je crois que c'est des capacités. Ils peuvent tirer des missiles, il me semble, sur des vedettes, ceux-là. Du genre des APK-WS, ces genres de roquettes qui pourraient être tirés sur la flotte Moustique. Mais je crois que ce genre d'hélicoptère peut en transporter. Michel Polacou, là, donc HSM-48, le FA-18, et puis beaucoup d'autres moyens. Kingfish. Vous avez les A-10, vous avez les Apaches, vous avez tous les hélicoptères dont le nom commence par U, qui sont des utilities qui peuvent participer à ce genre de mission. Vous avez évidemment les moyens balistiques américains, c'est-à-dire les moyens de missiles américains. En fait, il y a énormément de moyens, plus tous les moyens au sol qui appartiennent aux pays du Golfe. Alors, il y en a qui ne veulent pas s'en mêler, il y en a qui pourraient s'en mêler. Il y a des Français qui s'en mêlent, d'ailleurs, je vous rappelle, puisque les Français participent à la défense des Émirats Arabes Unis avec des Rafales et avec des hélicoptères Tigre. Donc, si vous voulez, la panoplie, elle est quand même assez chargée.
on pourrait même dire que c'est un peu disproportionné par rapport aux actions qui sont menées. Oui, là, il y a le catalogue complet. Toutes les images que vous voyez là, c'est pas des images qui datent de X jours. Ce sont les images produites aujourd'hui par le commandement central américain pour dire nous ne sommes pas du tout en train de reculer. Chacun dit non, on avance. Et surtout, ils complètent un peu leur palette d'action. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas un changement fondamental dans la structure des forces qui va être employée, ils sont en train de renforcer leurs moyens. Alors notamment, encore une fois, de lutter contre cette flotte iranienne. Certes, ce sera un défi supérieur au fait d'avoir coulé quelques bateaux de narcos au large du Venezuela dans des opérations un peu plus discutables du point de vue du droit. Là, les Américains sont en train de se donner les moyens potentiellement de faire face à cette flotte moustique iranienne dont on a beaucoup parlé des caractères, on va dire, dangereux pour la marine américaine. Là, les Américains sont potentiellement en train de déployer les moyens pour lutter contre. Est-ce qu'Israël est en train de pousser pour aller plus fort, plus vite dans l'intervention, pour reprendre les bombardements? Regardez, ministre de la Défense d'Israël, M. Katz, qui le dit de façon à peu près transparente. Israël est prêt à reprendre la guerre contre l'Iran. L'armée israélienne est prête à se défendre et à attaquer. Et les cibles sont déjà repérées. Nous attendons le feu vert des États-Unis avant tout pour achever l'élimination de la dynastie Ramenei, initiatrice du plan de destruction contre Israël, et des successeurs des dirigeants du régime terroriste iranien. Et en outre, pour renvoyer l'Iran à l'âge des ténèbres et à l'âge de pierre, en faisant sauter les principales installations énergétiques et électriques et en détruisant les infrastructures nationales et économiques. Les déclarations sont très fortes. Nous attendons le feu vert des Américains et on va détruire la dynastie Khamenei. Un seul lit pour deux rêves. Alors c'est-à-dire, ils sont ensemble, ils couchent ensemble, les Israéliens et les Américains, mais ils n'ont pas le même rêve. Le rêve israélien, il a été exprimé extrêmement clairement, c'est ramener l'Irak à l'âge de pierre. L'Iran à l'âge de pierre. C'est-à-dire que ils avaient déjà fait en sorte que l'Irak fût ramené à l'âge de pierre. Ils sont au Moyen-Orient et ils veulent casser, ces Israéliens, toutes les puissances qu'ils voient hostiles, dont l'Iran. Alors pas celles avec qui ils ont pactisé, comme les Émirats ou la Jordanie ou l'Égypte, ils sont en paix avec ces pays. Mais c'est une stratégie de fracturation de tous les concurrents au Moyen-Orient. Ça peut aller très loin, parce qu'il faut voir que les champs pétrolifères bombardés par l'aviation israélienne, ils sont à 3000 km d'Israël quand même, c'est très très loin. Bon. Et les Américains, c'est pas ça. Mais rester sur Israël, ça veut dire quoi? Pour vous, c'est un rêve de quoi? De domination du Proche-Orient? Ah oui, oui, de domination du Proche-Orient. Là, je pense, si vous me demandez, est-ce que là, aujourd'hui, Israël... et ça m'a frappé quand ils ont bombardé les champs pétrolifères iraniens et pris par une hubris de la guerre. Oui, ils ont quelque chose, ils ont un problème à régler, vous voyez, parce qu'ils disent ils veulent intervenir en termes d'islam, et vous nous l'avez rappelé, madame, notamment pour y mettre la démocratie ou des régimes plus présentables, proches des idées occidentales, comme en Iran. Mais ils ont, les Israéliens, à côté d'eux, quelque chose où il n'y a pas la démocratie, où il n'y a pas la prospérité. Ça s'appelle le peuple palestinien. Vous voyez, dans une zone que contrôle Israël, entre la mer et le Jourdain, que contrôle Tsahal, vous voyez, là, ce qu'on appelle la Palestine mandataire, parce que c'était le mandat britannique, il y a 7,3 millions de Juifs qui vivent là et 7,3 millions d'Arabes. Je ne pense pas que la majorité de ces Arabes vivent ni dans la prospérité, ni dans le bonheur, ni dans la démocratie. Peut-être que Israël pourrait consacrer davantage d'efforts à régler, ça, depuis 75 ans, ce problème palestinien, que d'aller bombarder des champs pétrolifères qui sont à plus de 3 000 Alors sur l'hubris, quand vous dites qu'il y a une hubris, il y a une démesure israélienne... Une hubris guerrière du régime Netanyahou. Je le dis tout net. Vous êtes d'accord avec ça? Qu'il y a un hubris israélien, oui et non. En fait, il y a une sorte de changement de stratégie complète. Je mets les Palestiniens de côté parce que je suis d'accord avec vous, il y a un problème palestinien. Mais il faut comprendre d'abord le discours de Katz qu'on a entendu. Et si on l'entend en hébreu, on comprend tout à fait deux choses. Non mais l'hubris, parce que c'est pas la même chose. Ou bien on considère qu'Israël défend sa sécurité minimale, ou qu'il est tombé dans une démesure. Alors, est-ce qu'il est tombé sur la démesure? Laissez-moi une seconde. Il est tombé dans la démesure
tant qu'Israël ne se met pas à régler un problème politique dans la région. Et il n'est pas dans la démesure en se disant le problème le plus chaotique du Moyen-Orient, et pas seulement pour Israël, c'est l'Iran à travers les proxys, à travers le Hezbollah, à travers la drogue, à travers tous ces trucs-là. Ok, et se dire donc c'est pas une démesure, c'est une juste action. C'est pas une démesure, c'est des opportunités. S'il n'y avait pas eu aujourd'hui Netanyahou qui a accepté les pourparlers avec le Liban, j'aurais été d'accord avec vous, Monsieur Girard. Mais étant donné qu'il y a des pourparlers, l'idée n'est pas un expansionnisme territorial israélien, ça n'a jamais été le cas. À part, encore une fois, parenthèse palestinien dans lequel je ne veux pas rentrer maintenant. Donc, et le Golan, c'est encore une autre histoire. Non, c'est encore une autre histoire. Michel Polaco, là-dessus, est-ce que oui ou non c'est pas une question d'hybris, mais c'est une question d'aller jusqu'au... Oui ou non, Michel Polaco, réagissez et répondez s'il vous plaît aussi à Renaud Girard quand il dit, là, on n'est plus simplement dans quelque chose de défensif dans ce que fait Israël. Dans les propos de M. Katz, on est dans une hubris, dans une démesure d'Israël. Est-ce que vous le partagez ? Désolé, je ne partage pas. Je pense que c'est extrêmement triste, évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez ? La première chose, c'est la survie du pays. Et la survie du pays, elle passe par la défense contre ceux qui veulent sa destruction. Alors évidemment, ça, tout le monde en souffre. D'un autre côté, c'est un pays qui a des frontières ouvertes. S'il y a des Israéliens, quelle que soit leur origine, qui n'y sont pas bien, ils peuvent toujours en partir. Or, vous pouvez observer que les Israéliens ont une population qui augmente et qui ne diminue pas. Quant au Golan et, par exemple, à d'autres zones que les Israéliens veulent contrôler, c'est ce qu'on appelle la profondeur stratégique. C'est-à-dire que ça fait 40 ans, 50 ans qu'on leur tire dessus depuis des points hauts, depuis des zones frontalières. Et donc, effectivement, ils sont obligés, d'une certaine manière, de créer de la distance entre leur population et ceux qui leur tirent dessus. Je pense que si les négociations entre le président libanais et les Israéliens pouvaient déboucher quelque chose qui amoindrisse les dangers que représente le Hezbollah, ça ferait du bonheur pour tout le monde. Et aussi et autant pour les Libanais que pour les Israéliens. Aller taper des champs pétrolifères qui sont à 3000 km de chez soi, c'est une sacrée profondeur stratégique, Michel. Ça fait partie d'une manière de conduire la guerre, c'est-à-dire d'aller taper là où ça fait mal. Et effectivement, malheureusement, il est aujourd'hui nécessaire d'aller taper sur ce qui représente la puissance offensive de l'Iran pour pouvoir protéger les pays de la région de la folie des ayatollahs et des mollahs qui prévoient la destruction de certains de leurs voisins et en tout cas l'asservissement des autres. Est-ce que Israël a raison quand il dit, on va entendre ce que dit le président Trump, donc vous pouvez réfléchir à votre réponse, est-ce que Israël a raison quand il dit maintenant il s'agit de tuer aussi ceux qui survivent des dirigeants iraniens ? Écoutez ce que dit Trump. En dehors des petits vaisseaux, des petits navires qui se déplacent dans le détroit, et nous les détruirons lorsque nous les verrons. Mais leur marine a disparu, leurs forces aériennes ont disparu, leurs capacités antiaériennes sont détruites. Peut-être qu'ils ont réussi à renouveler un peu leurs forces pendant cette pause de 2 semaines, mais ça ne va pas durer longtemps. Nous avons fait un excellent travail, leurs dirigeants sont partis, leurs dirigeants sont tous partis. Eux, ils retardent la conclusion car ils ne savent pas qui doit conclure l'accord. Ils savent qui est le dirigeant dans ce pays. Nous ne savons pas qui est le dirigeant en Iran. Parce que souvenez-vous, il y a eu un changement de régime, Khomeini est parti, et il est parti vers d'autres horizons. Et tous les autres en dessous de lui sont partis aussi, et la strate d'en dessous aussi. Voilà, vous aurez noté l'euphémisme du président Trump. Khamenei est parti vers d'autres horizons. C'est très différent. C'est pas du tout de ramener l'Iran à l'âge de pierre, regardez, comme disait le ministre israélien. S'il vous plaît, regardez. C'est de rendre à sa grandeur à l'Iran. Regardez l'image, c'est une image qui a une dimension historique, il ne faut pas le sous-estimer. Donc c'est ce moment où dans le bureau ovale, le représentant israélien et le représentant libanais se retrouvent. Regardez. On va écouter la traduction. Alors, on entendra plus exactement la traduction. Il y a évidemment là le vice-président Rubio, il y a l'ambassadeur américain en Israël, il y a aussi les ambassadeurs donc libanais et israéliens. C'est une première, Sophia Amara, vous connaissez si bien la région, ce qu'on vit là, on verra si ça marche, mais en soi c'est une première. Oui, enfin, c'est ça. Ah, on l'écoute, pardon.
semaine se rendront ici. Nous avons eu de bonnes réunions avec les hauts responsables du Liban et d'Israël. Et nous pensons que le président du Liban et le Premier ministre d'Israël, au cours des prochaines semaines, se rendront ici. Ils se sont accordés pour 3 semaines supplémentaires de cessez-le-feu. Il n'y aura plus de tirs, on espère que ça va se produire. Mais le Hezbollah est aussi dans l'équation et nous allons travailler avec le Liban pour que les problèmes soient réglés dans ce pays. Je pense qu'on pourra le faire facilement car les Libanais sont un grand peuple. On a un ambassadeur qui a fait un excellent travail, l'ambassadeur des États-Unis au Liban. On a eu une grande conversation. Mais je pense que ça sera très bien de pouvoir régler ça simultanément avec nos négociations en Iran. J'aimerais demander au vice-président de dire quelques mots, ainsi que Marco et les 2 représentants des pays. Vous avez fait un excellent travail, j'apprécie beaucoup. Et JD, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Félicitations d'abord à vous et à nos ministres, et félicitations au peuple israélien et au peuple libanais. C'est un moment historique majeur, cette extension du cessez-le-feu de 3 semaines, ce cessez-le-feu qui est en place entre Israël et le Liban. Ça ne se serait pas produit sans l'implication directe du président. Le fait que ces dirigeants se réunissent enfin, ils se sont réunis dans le bureau ovale grâce à la diplomatie du président américain. Donc je pense que c'est un grand moment pour le monde, pour notre pays, et je suis très fier de faire partie de ce mouvement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, d'être l'hôte de cette rencontre. Le Président voulait s'impliquer personnellement pour permettre cette extension, et ça donne le temps à tout le monde de travailler sur ce qui va être une paix permanente. Les 2 pays veulent être en paix. Les 2 sont victimes de la même organisation terroriste, une organisation terroriste qui s'est attaquée à Israël, mais aussi au peuple libanais. Le peuple libanais mérite de vivre dans un pays prospère et en paix. Ils ont une opportunité. C'est leur histoire. Et c'est une organisation terroriste qui opère dans leur territoire national, qui les menace, et cette menace doit être éliminée. Donc merci, Monsieur le Président, de nous avoir réunis aujourd'hui et d'avoir réuni des acteurs clés. Nous allons travailler, nous sommes très optimistes quant au fait que dans quelques semaines, nous serons proches d'une paix permanente que le peuple israélien et libanais mérite. Voilà. J'aimerais remercier... Voilà la solennité de ce moment qui est évidemment très marquée par le président des États-Unis, par le vice-président, par le secrétaire d'État Rubio. C'est une façon de dire nous sommes en train de redessiner le Proche-Orient, là en direct. C'est un immense succès pour Donald Trump, il faut le dire. C'est un moment historique pour le Liban, parce que depuis le Liban qui ne reconnaît pas l'État d'Israël, et le Liban qui est officiellement en guerre avec Israël, et où on n'a pas le droit même de s'entretenir avec un Israélien au téléphone, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de communication téléphonique, et si vous arrivez au Liban avec un visa israélien, vous ne rentrez pas. Et si vous êtes libanais, vous finissez en prison. Le succès, il est dû à ceci, c'est qu'il a forcé les Libanais à venir à la table des négociations, même si ce sont eux qui ont demandé, parce qu'ils n'en pouvaient plus d'être bombardés à cause des aventures ou de l'aventurisme du Hezbollah, bras armé de l'Iran au Liban. Et donc là, ça n'est pas la première fois. En 83, le Liban avait été envahi par Israël, et il y avait eu un accord en 83 qui a été dénoncé en 84. Là, on voit à nouveau une opportunité qui ne tiendra qu'à 2 conditions. C'est 1, qu'Israël se retire, et 2, c'est le plus dur, que le Hezbollah soit désarmé. Et alors là, on n'est pas rendu. Ouais, et là, on voit en petit le rêve de Trump. Pour lui, c'est une grande conférence au Proche-Orient. Comme il avait réussi les accords d'Abraham, alors certes, les Palestiniens n'étaient pas gagnants, eux, mais pour le reste, il considérait qu'il avait redessiné le Proche-Orient à sa main. Et là, évidemment, c'est le rêve suprême qu'il a si l'Iran tombe, qui serait le dernier verrou. Les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'il faut dire les choses telles qu'il faut reconnaître que les accords d'Abraham de Trump, de son premier mandat, sont un très grand succès. Parce que, évidemment, il faut tout faire pour que Israël s'intègre bien dans ce monde moyen-oriental auquel il appartient, Israël. Et donc, le fait que Israël ait aujourd'hui des relations diplomatiques avec le Maroc, avec les Émirats, avec le Bahreïn, avec le Soudan, tout le monde doit s'en féliciter. Et si demain, effectivement, on arrivait
appliquer cet accord qu'on appelle l'accord du 17 mai 1983 au Liban. C'est-à-dire que, évidemment, il faudrait que le Liban et Israël s'entendent et qu'on puisse prendre la route, d'ailleurs, de Beyrouth, descendre, passer à Nakoura et ensuite à Haïfa et pouvoir... Avec l'ancien train. Avec l'ancien train, il y avait un train. Il y avait un train du temps de la Palestine britannique et du Liban français, bien sûr. Et ça serait, alors là, évidemment, ça serait un très grand succès, comme d'ailleurs serait un très grand succès si Donald Trump arrivait, si les Iraniens avaient un peu de sagesse et que Trump arrivait. Parce que lui, il promet pas aux Iraniens de les ramener à l'âge de pierre. Avançons un peu, puisque là, de son point de vue, il y a beaucoup, quand même, des points de résistance à Proche-Orient, à son rêve ou à son cauchemar. Chacun est libre de son jugement là-dessus. Mojtaba, en particulier l'Iran, le régime tient bon pour l'instant. Enquête du New York Times, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, donc c'est le fils, dispose d'une autorité moins absolue que celle de son père, recul du contrôle centralisé et surtout c'est son état de santé qui est en jeu. Je vous décris tout ce que dit le New York Times. Il aurait été grièvement blessé lors de la frappe aérienne du 28 février, la toute première, celle qui a tué son père, sa mère, je crois, sa femme, ses enfants, etc. Mais il reste vif d'esprit et actif. Il a subi 3 interventions chirurgicales à une jambe, il attend une prothèse, il a également été opéré à une main et retrouve peu à peu l'usage de cette main. Son visage et ses lèvres ont été gravement brûlés, ce qui le rend sa parole difficile. C'est quand même assez fascinant d'imaginer ce guide suprême de l'Iran qui est quelque part dans un bunker ou sur un lit d'hôpital dans cet état. Oui, et en plus de ça, le choix d'avoir pris ce leader, ça a permis aussi de colmater, on va dire, les divisions à la tête de l'Iran. Pourquoi ? Parce que quand il y avait, du côté de ceux qui étaient plus en capacité, entre guillemets, de prendre le poste, vous aviez l'affrontement entre des religieux comme Ali Reza, Arafi et beaucoup d'autres qui ont été éliminés plutôt dans le camp sécuritaire. Là, c'est un petit peu celui qui mettait tout le monde d'accord. Légitimité dynastique, qui d'ailleurs contrevient au principe révolutionnaire de l'Iran, mais passons. Et la deuxième chose, c'est que ça a permis d'éviter pendant 50 jours que le régime s'entretue. Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le dernier râle de ce régime ou est-ce que c'est au contraire un signe de résistance, quoi ? Les flammes de l'enfer leur lèchent déjà les pieds, comme aurait dit Ramenei à propos d'autres dirigeants. Pour moi, c'est un petit peu la queue de comète de ce régime quand on regarde aujourd'hui le niveau de division de plus en plus apparent à la tête du régime. Que dit le colonel ? Il dit que c'est pas Mojtaba qui gouverne. Maintenant, c'est Vaidi ou comment il s'appelle Zolgader qui était au passage qui était un des créateurs de Hezbollah et un des artisans des attaques contre la force multinationale de sécurité de Beyrouth. Et qui est aujourd'hui le secrétaire du Conseil national de sécurité. Donc c'est les hommes forts. Donc voilà, en fait, c'est une sorte de petit coup d'État à l'intérieur de la République avec la prise du pouvoir par les passes d'Aran. Tout ça est très macabre. Ça veut dire que le vrai pouvoir est organisé et il garde dans la cave un peu, si j'ose dire, dans un sale état, la momie. Oui, non, mais c'est vrai que les lames de j'aime bien cette métaphore. Les flammes de l'enfer leur laissent les pieds. C'est-à-dire il est évident que ce régime de la révolution islamique, de la révolution de Khomeini, qui est venu ici avec toutes les foules qui l'admiraient. Il serait à la fin quand même. Ils ont foiré dans leur développement économique, puisqu'ils étaient leur PIB était bien supérieur à celui de la Turquie il y a 47 ans. Aujourd'hui, il est 4 fois inférieur. C'est incroyable. Voilà, la Perse est complètement dépassée par la Turquie, son voisin, et qui était aussi un pays musulman. La deuxième chose, c'est qu'ils avaient effectivement réussi, alors géopolitiquement c'était un axe chiite qui allait de Téhéran à Bagdad, à Damas, à Beyrouth et à Sanaa. Mais cet axe est complètement détruit. Alors, pardon, aujourd'hui, est-ce que Israël et les Américains sont en train de réussir leur coup ? Ils ont tué Nasrallah, ils ont tué Haniyeh, ils ont tué tellement de gens, et effectivement, l'axe existe moins, et le guide suprême, il est à peu près mourant, ou c'est pas loin de ça. Il a autorisé, ce qui est important, c'est qu'il a autorisé les négociations, et moi, je pense, et je peux me tromper, j'avais fait un pari sur ce plateau, j'avais dit les négociations vont continuer, il n'y aura pas la guerre. J'ai eu raison pour le moment. Léa. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'était évident que Trump voulait arriver à des négociations. Ce qui est évident aussi, c'est que c'est pas Trump qui gagne. Honnêtement, si on regarde, c'est le Moyen-Orient qui va gagner. Alors vous allez me dire que je suis un peu trop, trop optimiste peut-être. Et c'est vraiment le Moyen-Orient qui gagne. Parce que si on arrive à se séparer du caractère de Trump et de Netanyahou, ils sont ce qu'ils sont. Ok, et si on regarde, encore une fois, que les actes, que les résultats de toutes les opportunités qu'ils ont su prendre, qu'ils n'avaient pas su prendre avant le 7 octobre, il faut le dire, Netanyahou avant et après le 7 octobre, c'est pas le même homme.
Et si on regarde toute cette carte du Moyen-Orient, on était dans un chaos total avant. La guerre, je sais qu'en Occident, on pense que la guerre, c'est pire que de ne pas avoir la guerre, mais au Moyen-Orient, la guerre, des fois, c'est pas pire que le chaos qu'il y avait avant. Ce qui va permettre. Renaud Girard. Parce qu'il nous amène. Préfère la paix et le commerce. Ah non, mais moi, d'Ormuz à la guerre. Je termine juste parce que, évidemment, qu'on préfère la paix. C'est pour ça qu'il faut pas sous-estimer ce moment qui est honnêtement phénoménal à la Maison-Blanche entre les Libanais et les Israéliens. C'est quelque chose d'inédit qui n'aurait pas pu marcher sans les accords d'Abraham. Est-ce que ça veut dire que Trump a eu raison d'écouter Netanyahou quand il lui a dit « c'est le moment d'attaquer, de tuer Khamenei » ? Oui, à mon sens, on parlait de la Corée du Nord hier, où ils ont manqué une opportunité de tuer dans l'œuf un programme nucléaire qui fait aujourd'hui que ce régime donne des sueurs froides à tout le monde. L'opportunité était plus vive que jamais. On aurait pu espérer pour le salut du peuple iranien qu'elle se présenta plutôt en janvier, quand Trump dit le 8, je crois, l'aide arrive. 30 000 morts plus tard, elle a fini par arriver, et l'opportunité de détruire le régime était un peu plus faible qu'avant, mais aussi l'opportunité, c'est l'Iran qui a attendu lui-même. Vous avez vu, il parle aussi avec des subjonctifs imparfaits. Absolument. Il est présenta, voilà. Non mais se présenta, c'est très chic. On parle français, oui. Non, mais c'est vrai qu'on a un point commun entre Renaud Girard et moi, mais l'autre aspect, c'est que c'est l'Iran qui a attendu cette opportunité. Son implication avérée dans les attentats du 7 octobre, ce suicide stratégique total de la pieuvre iranienne de ses proxys, c'est eux qui ont tendu la perche à Israël. La légitimité de contre-attaquer, c'est l'Iran qui s'est piégé lui-même. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train, en fait, on sous-estime le fait que ce régime a pris quand même beaucoup de coups et qu'il est malgré tout en train de mourir? En tout cas, regardez de quelle façon c'est une IA israélienne qui se moque du régime où il a quand même la faux est passée et elle a beaucoup coupé. Regardez. Je suis fier d'annoncer au monde entier que l'Iran a gagné. Nous avons gagné. Nous avons enfin gagné. Nous avons enfin gagné. C'est une victoire immense pour nous. J'ai hâte de célébrer notre grande victoire, cette victoire historique. Alors, chacun fait sa propagande, c'est aussi de la propagande, mais est-ce qu'il y a un fond de vérité de dire, en réalité, ils sont flembards, mais ils sont plus beaucoup à être flembards? Oui, le pouvoir a été réduit à peau de chagrin, c'est évident. Le problème, c'est qu'il tient toujours. On est au 55e jour de la guerre. Il est évidemment trop tôt pour dire qui va gagner, qui va perdre. Mais en réponse à votre question précédente, non, on ne peut pas encore se féliciter. L'accord de Washington ou la rencontre à Washington, pour historique qu'elle soit, eh bien, elle n'a pas encore réglé le problème. Quand est-ce que le pouvoir iranien, on saura qu'il sera vraiment affaibli, par exemple, quand le Hezbollah aura rendu les armes? Parce que tout ce qu'on dit en plus, c'est des photos pour l'histoire, voilà. Et je ne suis pas du tout d'accord que cet accord-là, il a été fait grâce aux accords d'Abraham, qui était un petit peu un accord certes entre des amis, parce que la paix, on l'a fait avec des ennemis, avec des décisions douloureuses pour tout le monde sur un principe qui a été décidé en 90, la paix contre la terre, qui n'a jamais été rendue. Et pour en répondre à Monsieur Polacco, qui parle de décisions, ou plutôt concernant le plateau du Golan, je ne sais pas sur quelle planète ou quel avion on trouve cette information que le plateau du Golan est une profondeur stratégique pour Israël. Depuis 1973, il n'y a pas un tir syrien qui a été tiré. Ce plateau, à l'ONU et dans un pays qui s'appelle la France, est un territoire syrien occupé par les Israéliens. Et les Syriens se sont libérés tout seuls au coup de 1 million de morts en Syrie de 2011 au 8 décembre 2024. Personne ne les a aidés. Et qui est-ce qui les bombarde le jour même? Alors qu'ils étaient en train de... C'est la Turquie derrière. Attendez, pardon, je termine, s'il vous plaît. Là, sur ce plateau, chacun parle à son tour, il n'y a aucun problème. Et qui les a bombardés le jour même? Le 8, j'y étais, les Israéliens. Pourquoi? Alors, évidemment, on nous dit l'hubris, peut-être pas l'hubris, mais en tout cas la volonté hégémonique d'Israël, tout comme d'autres pays dans la région, comme l'Iran, comme la Turquie. Mais en tout cas, qui bombarde les Syriens pour célébrer la libération du joug d'Assad, allié des Russes et des Iraniens? Ce sont les Israéliens. Alors, pour la petite histoire, la grande histoire, si vous voulez... d'abord, les Syriens ne se sont pas libérés seuls. Ils avaient la force turque derrière. Ils ont profité du fait que le Hezbollah, les soldats, que les soldats. Je croyais qu'on s'était la parole. Une pour une. Voilà, vous voyez comme c'est pas agréable. Les soldats du Hezbollah, ils ont dû retourner au Liban pour
soutenir le Hezbollah contre la guerre en Israël, ça a laissé de la place à la Syrie, ça a laissé la place à Al-Shara. Mais au-delà de ça, est-ce que vous savez par exemple qu'une des factions importantes du Likoud, ce sont les Druzes? Ok. Et une faction importante dans ce Likoud, c'est entre autres des guides spirituels druzes qui ont fait de la pression. Donc ça, c'est vraiment politique interne et externe. Oui. Et là, on voit quand même la pression qu'il y a eu sur Netanyahou pour dire tu veux mon vote là ? Toi, tu vas aller aider mes frères. Juste un mot, si les protestants français demandaient l'aide de l'Espagne, je ne pense pas que la France laisserait l'Espagne l'occuper. Mais on n'est pas du tout dans le même cas de figure. L'Espagne et la France, ils sont pas en guerre. Les Druzes syriens sont syriens, Israël n'a rien à faire avec eux. Voilà, point barre. Il faut arrêter d'instrumentaliser les communautés et les peuples. Les Syriens... Vous avez parlé aux Druzes en Syrie et en Israël ? Je les ai vus 10 fois, peu m'importe, ils sont Syriens. Point. On n'occupe pas un pays à cause d'une communauté, surtout quand on est comme nous, Français, laïcs. Je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent donc que le président des États-Unis se dit « Je suis prêt à reprendre les combats s'il le faut, les bombardements, mais il dit « J'ai le temps pour moi ». Et comme quelques éléments qui vont contre ça, avec des indications selon lesquelles les Américains seraient à la limite de leurs moyens militaires. CNN le dit, le Wall Street Journal le dit, on va rentrer dans le détail, mais Sonia Dridi, vous êtes avec nous en direct, c'est cette alarme qui sonne à Washington sur le fait que la première puissance économique de la Terre serait ce soir à bout d'un certain nombre de munitions. Oui, Donald Trump assure qu'il a tout le temps du monde, mais selon certains responsables américains qui se sont encore confiés il y a un peu plus tôt au Wall Street Journal, eh bien, les États-Unis ont utilisé tellement de munitions pendant cette guerre en Iran qu'il pourrait en manquer pour si un prochain conflit éclatait dans les prochaines années, notamment entre la Chine et Taïwan. C'est ce dont beaucoup d'officiels déjà depuis des semaines parlent ici à Washington en coulisses. Un peu plus tôt, CNN, il y a quelques jours, CNN avait cette même information et disait eh bien que depuis le début de la guerre, l'armée américaine avait consommé environ la moitié de ses stocks de missiles THAAD et Patriot et environ 30% de ses stocks de Tomahawk. Selon un responsable américain qui s'est confié au Wall Street Journal, cela pourrait prendre 6 ans pour reconstituer ces stocks. Et donc, selon l'armée américaine, il y a quand même une inquiétude concernant les stocks de munitions. Merci beaucoup Sonia, très intéressant. 6 ans, comment est-ce qu'on explique ça ? 6 ans, c'est quand même très inquiétant. Oui. On parle des États-Unis d'Amérique. Oui, bien sûr. Alors, d'une manière générale, bien comprendre que cette guerre, c'est pas du tout une démonstration de force pour les Américains, c'est même une démonstration de faiblesse, en réalité. En 1990, oui, là, il y avait une vraie démonstration de force. On avait déployé 6 porte-avions, on avait déployé, il y avait 4 ou 5 groupes porte-hélicoptères, il y avait 1400 avions de combat, il y avait 2 corps d'armée surtout. Pendant un mois, ils avaient lancé 100 000 sorties sur aériennes. Mais attendez, vous voulez dire qu'ils ne pourraient pas faire plus ? Attendez, maintenant. On arrive un peu en limite. Non, mais je termine juste. Ils avaient écrasé l'armée irakienne à l'époque, et ça avait foutu la trouille à tout le monde, au monde entier, de la Chine, partout. On te dit, oula, les Américains, c'est les patrons, il faut pas les embêter. Je me rappelle très bien. On disait, regardez, l'Union soviétique s'est écroulée, et eux, alors, ils montrent qu'ils étaient par avance. Et puis il n'y avait pas de problème de stock, de quoi que ce soit. Là, ils ont fait ils ont. Mais là maintenant, maintenant, ils ont peur d'aller au sol. Ils ont là une trouille bleue de faire la guerre terrestre. Donc ça, bon, ok. Donc il y a plein de pays qui se disent, ok, on ne sera pas envahi. D'accord. Effectivement, ils ont déployé relativement peu de moyens par rapport à ce qu'ils avaient à l'époque et peut-être même par rapport à leur potentiel. Mais je pense que le potentiel lui-même s'est un peu réduit. 3. On découvre qu'ils ont plein de faiblesses, notamment en termes de munitions critiques. Entrons dans le détail, colonel. Et au passage, je recommande votre livre. Il faut toujours recommander votre livre. L'Europe et ses armées, le livre d'Aurélien Duchesne. Face aux menaces, sommes-nous prêts, aux éditions Erol. Et là, on voit, vraiment, je le recommande, c'est une somme extrêmement complète sur les moyens en Europe, où on voit que des armées historiques, les Britanniques, les Français, des grandes puissances mondiales, aujourd'hui sont des petites, moyennes puissances. On a aussi des puissances émergentes, comme la Pologne, qui, elles, apprennent de ce qui se passe en Ukraine et potentiellement au Proche-Orient. C'est le fait que nous sommes des armées au format Banzai, selon la formule consacrée. On a gardé le tronc, c'est-à-dire les capacités, avec de petites branches, c'est-à-dire la capacité à durer. Nous, on tiendrait 4 à 5 jours au rythme d'utilisation de ces missiles par les Américains. Et quitte à citer les livres, il faut les citer tous. Votre théorie du combattant, colonel, vous dites à quel point, tant qu'on ne prend pas le risque physique, personnel, au sol,
il y a quelque chose qui manque. Bien sûr. Et on est au cœur de cet événement. Simplement beaucoup moins de résultats stratégiques. Au moment donné, il faut prendre des risques. Et là, les Iraniens, effectivement, savent très bien. Autant le leadership iranien, je pense qu'il n'a pas été très bon stratège quand même globalement. Hein. On l'a évoqué, toutes ces erreurs. Ils n'ont pas réussi à dissuader effectivement d'être attaqués, mais ils ont réussi à dissuader d'être envahis en tout cas. Ils savent très bien que les Américains n'oseront pas aller jusqu'à Téhéran. Et à partir de là, il suffit de résister. Il suffit de s'enterrer et d'attendre les bombes qui passent. Alors effectivement, ça fait mal, mais c'est jamais décisif. C'est une forme de guerre sans risque pour ceux qui utilisent des avions. Très peu de risques en réalité. C'est l'engagement très contre-productif de la part de Trump. Parce que, en fait, dans la stratégie, il faut jamais dire ses intentions à l'ennemi. Il faut sceller ses intentions. Et c'est une erreur. C'est pas le premier à l'avoir fait, d'ailleurs. Oui. Mais Trump a dit, ah non, no boots on the ground. Mais non, mais pourquoi tu dis ça? Il faut vous faire peur à l'ennemi pour l'amener à céder. Et tout le but de cette guerre, c'est d'amener l'Iran à céder diplomatiquement sur le Hezbollah. La seule manière, en fait, tout le monde le sait, de désarmer le Hezbollah, c'est qu'il faut que le chef du Hezbollah ordonne à ses militants de se transformer en militants politiques. Et ça, c'est parce que et Trump a raison de vouloir faire un grand bargain, c'est une négociation générale, et dire à l'Iran maintenant, très bien, je vais dégeler vos fonds, etc., mais vous allez ordonner au Hezbollah de se désarmer. Serrons de plus près. Et serrons de plus près, ce qui est là où les États-Unis sont au bout de leurs moyens relatifs, mais Wall Street Journal. Ce soir, le remplacement intégral des stocks d'armes employés au Proche-Orient pourrait prendre jusqu'à 6 ans. La guerre en Iran complique les plans d'urgence pour la défense de Taïwan, selon certains responsables américains. Là, il y a quelque chose d'angoissant de se dire là. Le gendarme du monde est à bout, il ne pourrait pas ouvrir tout de suite l'autre front. S'il y avait une guerre contre la Chine, notamment pour empêcher la Chine d'envahir Taïwan, ce serait une guerre aéronavale. Donc ce serait une guerre de missiles, dans les deux sens, de missiles intercepteurs, de missiles air-sol, etc., ou anti-navires surtout. Donc ils ont besoin d'avoir un stock de missiles sophistiqués, puissants. Les JASM, par exemple, sont tirés depuis les bombardiers que l'on voit là, depuis les B2, les B1 ou les B52. Qu'est-ce qu'on voit ici, pardon? Ça, c'est un B1. B1, c'est un bombardier supersonique. Et donc ça, qu'ils peuvent tirer à 1000 km. Avec ça, vous pouvez dégommer n'importe quel navire chinois. Et ça, pour le coup, ça fout la trouille aux Chinois. Mais s'il n'y en a plus, si les stocks sont affaiblis, la dissuasion américaine face à la Chine, d'un seul coup, elle se diminue d'autant, sachant que eux, les Chinois de leur côté, eux, ils augmentent. Au fur et à mesure, année en année, ils augmentent leurs moyens. Et donc, on peut se retrouver dans une situation où... donc, ils observent très bien, les Chinois, tout ce qui se passe militairement. C'est très intéressant, parce que là, les Chinois regardent ça, toujours ces journaux. D'autant plus qu'on sait très bien, en fait, Darius, que je dis pas ça pour le Japon ou la Corée, c'est différent. Mais pour Taïwan, on sait très bien, tout le monde le sait, autour de cette table et ailleurs, qu'en fait, les États-Unis n'utiliseraient pas la bombe nucléaire pour la défense de Taïwan. Ce serait une bataille aéronavale dans le détroit de Taïwan. Il n'est pas du tout sûr qu'aujourd'hui, Xi, le président chinois, veuille prendre par la force Taïwan. Les Chinois, ils préfèrent gagner sans livrer bataille. En étouffant. En fait, en gagnant, en faisant en sorte que le parti Kuomintang, dont le chef a été reçu d'ailleurs à Pékin récemment, qui est pour une sorte de pont avec la Chine, pour que ce parti gagne les élections face au parti indépendant. Vieille tactique communiste, parti communiste ont toujours fait ça, la tactique du salami. Toujours au Wall Street Journal, les États-Unis ont consommé tellement de munitions en Iran que certains responsables de l'administration estiment que de plus en plus que l'Amérique ne pourrait pas pleinement exécuter les plans d'urgence pour défendre Taïwan contre une invasion chinoise. Là, on en arrive au risque qui était décrit par des think tanks comme la Rand Corporation, qui disait on ne pourrait pas faire deux fronts à la fois. On pensait plutôt à un front à l'Est contre la Russie et Asie-Pacifique. Là, c'est plutôt front au Proche-Orient qui commence à même coûter des stocks qui étaient pour certains en Corée du Sud, même si c'était démenti par l'armée américaine, elle aurait pris des stocks là-bas pour les mettre au Proche-Orient. Et la deuxième chose, c'est que si on raisonne en termes de dynamique, les Américains peuvent aller beaucoup plus loin en capacité de production. Je prends un exemple. Il y a 4 ans, on nous disait qu'en France, on était au bout de ce qu'on pouvait faire pour accélérer la production de munitions. C'est faux. Là, on va faire 400% d'augmentation en 4 ans sur certains missiles. Si on met plus de moyens pour étendre les chaînes de production, les Américains ne sont pas encore au bout de leur capacité. Mais là où ils ont un gros problème, c'est qu'ils ont mis
10 ans à réagir au programme chinois dans le domaine des drones et des programmes que le programme Replicator, que les Américains ont lancé il y a 2 ans, les Chinois l'ont lancé il y a 15 ans. Est-ce que nous vivons le bout d'une histoire ? Il y a ce mot terrible de Paul Valéry qui dit l'Europe, c'est le petit bout du continent asiatique. Finistère eurasiatique, il dit. Le Finistère asiatique. Effectivement, quand on regarde la carte de géographie, l'Europe, c'est ce petit bout de cet immense continent asiatique. Est-ce que la Chine est en train petit à petit de devenir, là, on est au point de bascule, la puissance vraiment montante ? De redevenir. Plutôt. Redevenir, dans leur esprit, ils ont été très longtemps, pendant des siècles et des siècles, la puissance mondiale. Il y a ce siècle des humiliations dans lequel ils se sont effondrés, et surtout ils ont été envahis par nous en partie, par tout le monde, quoi. Et donc, leur objectif, c'est le siècle du retour à la puissance mondiale. C'est pas une bonne nouvelle pour nous, ça. D'une certaine façon, c'est un peu le retour de l'ancien monde aussi. C'est le retour un peu aussi de la Russie comme puissance, c'est le retour de l'Inde, c'est le retour de la Turquie, de l'Iran. C'est les vieilles puissances de l'ancien monde qui reprennent, un peu du poil de la bête sur les puissances. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement la Chine a perdu son pouvoir. C'est peut-être au XVIe siècle la plus grande puissance du monde. Voilà, ils ont inventé la poudre, etc. Mais ensuite, ils ont fait une erreur stratégique qui était de désarmer leur marine. Ils avaient une très grande marine au XVe siècle, au début du XVe siècle, qui avait été d'ailleurs jusqu'aux côtes de l'Afrique. Ils avaient 400 navires de combat, etc. Ils ont désarmé tout ça pour faire contre les invasions mongoles, pour payer la muraille de Chine. La grande muraille de Chine, très bien. Et en fait, à partir du XIXe siècle, et surtout à partir des bateaux à vapeur, si vous voulez, ils ont été défaits par les thalassocraties. La première des thalassocraties, c'est la Grande-Bretagne qui leur a imposé la guerre de l'opium, si vous voulez, d'obliger les Chinois à importer de l'opium depuis la colonie anglaise de l'Inde, voilà. Et ce poème magnifique de Victor Hugo qui dit les sauvages, il parle des sauvages français et anglais, il prend le parti des Chinois, si on veut. Voilà, qui ont spolié et qui ont dévasté le palais d'été en 1861 par là. Et heureusement, Victor Hugo a sauvé l'honneur français, parce qu'on a la soldatesque anglaise et française a cassé, c'est comme si ils avaient cassé le château de Versailles, quoi. C'est l'équivalent. Et là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, parce que vous montrez beaucoup d'images d'escadres navales, c'est que la Chine a compris ça. Et pour redevenir une grande puissance, notamment dans le Pacifique, parce qu'elle conteste l'hégémonie dans le Pacifique aux États-Unis d'Amérique, eh bien, elle se dote maintenant d'une énorme capacité navale. Tous les 4 ans, elle ajoute à sa capacité l'équivalent de la flotte entière de la France. Est-ce que tout ça explique l'attitude américaine, c'est-à-dire cette idée qu'on peut pas rester inerte, qu'on peut pas attendre, ça sert à rien d'attendre que la Chine monte, et les Américains ont cette vertu, ou ce défaut, comme on voudra, de l'agressivité. Il faut essayer quelque chose, de toute façon. Ils sont dans la prévention. Alors, on a beaucoup parlé de cette thèse du piège de Thucydide, selon laquelle il y a une puissance montante, la Chine, et une puissance établie, les États-Unis, qui finiraient par se confronter, parce que la puissance établie a peur de celle qui monte. Mais il y a autre chose, c'est que les Chinois eux-mêmes ont accéléré le calendrier. En 2010, Hu Jintao, le président chinois, parlait de stratégie du profil bas. En 2013, Xi Jinping dit qu'il faut commencer à s'affirmer par la force. Pourquoi ? Parce que c'est la période où l'administration Obama commence à dire la Chine commence à monter trop vite, il faut montrer les muscles. Et on parle beaucoup de 2049 qui serait l'horizon où la Chine voudrait être première puissance mondiale. Beaucoup de sinologues disent que c'est plutôt 2030. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'idée que la Chine sera 2030 pour commencer à s'affirmer militairement. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce proverbe comme quoi la Chine deviendrait vieille avant d'être riche. Leur population risque d'être divisée par 2 d'ici 2100 d'après l'ONU. Et ça, c'est un peu la course contre la montre. Est-ce qu'il y a moyen de lui faire barrage ? Est-ce qu'il y a moyen, pardon ? Vous avez quand même compris, puisqu'en Suisse, vous n'avez pas d'industrie automobile, mais on en a en France, on en avait. Est-ce que vous avez compris que quand même, la Chine est en train de battre à plat de couture, il n'y a pas partout, à la fois l'Europe et l'Amérique du Nord, qui ont fait l'industrie automobile, c'est important, dans l'industrie automobile. Ils ont 15 ans d'avance sur nous, sur des batteries. C'est énorme. Est-ce que ça vous peine ? Ça me peine de voir qu'on n'a pas été capable, nous, Français. Je me souviens, ça me peine parce que je me souvenais que dans la République gaulienne, ou Pompidou aussi, on pouvait faire des plans. Oui, le plan Mesmer, je les cite, sur l'équipement de la France en centrale nucléaire. C'est une grande réussite, mais qu'on n'a pas du tout vu l'avenir et que les Chinois, eux,
ils ont vu l'avenir et ils ont investi très tôt dans on va les avancer. batteries. On va avancer, mais j'aimerais quand même votre avis. Totalement. Est-ce qu'on peut faire obstacle au développement chinois ou est-ce que c'est écrit que dans 50 ans, de toute façon, ils seront devant? Non, mais c'est pas une question de... Ça dépend où devant. Ce qui est intéressant avec les Chinois, c'est qu'ils transforment pas leur puissance économique, pour l'instant, et technologique, en puissance diplomatique. Ils restent très écartés du jeu. Ils font des fois des choses derrière, parce que par exemple le Pakistan, c'est quand même les Chinois qui ont poussé pour que le Pakistan reçoive. C'est eux qui ont fait signer l'accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, pardon. Et en fait, ils jouent un rôle comme ça. Mais remarquez, même avec cette guerre, et même en fait depuis 2 ans et demi, ils restent quand même très 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 prudents diplomatiquement. Et ça fait déjà un moment. Donc je sais pas, moi j'ai pas de prédiction. S'ils envahissent Taïwan, ça ne veut pas dire que ce soit prudent. Non, mais pour l'instant, ils n'ont pas envahi Taïwan, déjà. Et je veux voir, vraiment, parce que j'ai pas du tout la certitude, que la Chine a tout à fait envie de transformer toute cette puissance économique et mondiale en puissance diplomatique. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être leur priorité. Et leur truc, c'est pas du tout d'envahir militairement les pays comme font les Russes, etc. Mais leur truc, c'est de les envahir économiquement. Oui. Regardez à quel point nous sommes envahis par les produits chinois. Regardez à quel point l'Amérique est envahie. Parce qu'on dit avec Trump les droits de douane. Est-ce que vous croyez que les importations américaines de produits chinois est diminué? Pas du tout. Malgré les droits de douane, il y a pour 500 milliards de dollars d'importation de l'Amérique depuis la Chine. Les ordinateurs. Ouais, mais ça a baissé de 30% en un an. Mais c'est pas ça, ils changent les règles du jeu. Ce que vous dites, c'est qu'ils changent les règles du jeu. Ils ont changé les règles du jeu, les Chinois, et en économie, et dans un domaine hyper intéressant qui est le développement international. C'était les pays européens et démocratiques qui étaient les champions, en fait, de tout le développement international dans le monde. Et les Chinois, ils sont entrés, ils ont changé, ils ont brisé les règles. Regardez de quelle façon ce monde du Sud, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, beaucoup d'Africains, peut-être, se réjouissent des difficultés occidentales et américaines en particulier. Regardez, en l'occurrence, c'est l'Iran qui se moque de Trump, qui était, disent-ils, dans la position du demandeur. Intelligence artificielle toujours, vidéo de propagande. Trump qui attendrait, et c'est lui qui serait demandeur, c'est l'Iran qui ne vient pas, et disent-ils, il attendra 2000 ans. Sous-entendu, comme vous le disiez, Colonel Goya, c'est le retour de ces empires qui ont été naguère des grands empires perses, turcs, etc., etc. 2000 ans, voilà, 2000 ans plus tard, Trump sera toujours là à attendre. Mais Trump ne se laisse pas faire. Regardez, écoute Laurence de Presse ce soir quand il dit, moi j'ai le temps pour moi, et il dit, ne faites pas de comparaison. Le Vietnam, ça a duré des années, la Corée, ça a duré des années, et je gagnerai. Concernant la guerre en Iran, combien de temps allez-vous attendre? Ne me pressez pas, Jeff. Vous savez, vous voulez toujours dire « Nous avons été au Vietnam pendant 18 années, nous avons été en Irak pendant tant d'années ». Je ne veux pas parler de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça a duré 4 ans et demi, presque 5 ans. Nous avons été en Corée pendant 7 ans, la guerre de Corée. Moi, ça fait 6 semaines. Voilà, il a raison. Oui. Il a raison à 2 égards. Mais c'est idiot de comparer. Alors, attendez, il y a 2 versions. Il a raison à 2 égards, c'est idiot. Alors, ne vous laissez pas faire, Aurélien Duchesne. Attaquez. Non, mais vas-y. C'est pas parce qu'il est musclé, c'est pas parce que c'est un tueur, un sniper. Alors, il a tort quand il fait cette comparaison avec le Vietnam et qu'il a dit qu'il gagnerait lui-même en 3 jours, mais il a raison sur un point, c'est qu'effectivement, le temps ne joue pas totalement pour l'Iran. C'est-à-dire que, en termes de blocus, les Iraniens sont en train de perdre beaucoup plus vite sur le plan économique que les Américains. C'est plutôt nous qui prenons que les Américains sur le plan économique. Et la deuxième chose, c'est que oui, de la même manière que la guerre en Ukraine pourrait tenir encore 1 an avant qu'un des deux camps soit groggy, cette guerre peut tenir encore 1 an avant que l'Amérique soit au bout de ses capacités. Oui, ou l'Iran. Bien sûr. Non, mais l'Iran aussi peut tenir. Moi, je suis désolé. Hein. Les blocus économiques, ça n'a jamais fait en soi, ça n'a jamais fait plier qui que ce soit. Oui, ça peut faire s'effondrer éventuellement des régimes. Mais juste, ça fait 47 ans qu'ils sont sous sanctions économiques. Hein, quand même pas l'oublier. Au passage, ils ont appris à. Oui, mais ils ont eu des émeutes. Et ils ont compris quand même qu'ils avaient besoin. Ils ont une jeunesse très vibrante, très active, très cultivée, la jeunesse très instruite, sophistiquée, iranienne sophistiquée. Ils ont compris quand même que cette jeunesse, ces classes moyennes, ces classes éduquées, voulaient autre chose. On avait assez des aventures expansionnistes au Moyen-Orient. Voulaient que leur argent, ils manifestaient d'ailleurs ces jeunes en disant
ma vie, pas pour Gaza, pas pour Beyrouth, mais pour pas pour la Palestine, mais pour l'Iran. Mais pire encore, pardon de vous interrompre, mais pour aller dans votre sens, il disait même Marbar Palestine, ça veut dire mort à la Palestine. Bon, voilà. Donc j'ai trouvé des vidéos. Voilà. Donc en fait, il voulait pas être expansionniste, il voulait pas aller à l'ouest vers la Méditerranée, en fait. Et ces Iraniens, il faut leur donner quelque chose. Il y a quand même une carotte très importante que peut brandir Trump, et c'est pour ça que moi je me réjouis qu'il pense aux négociations et qu'il laisse du temps au temps pour les négociations. Cette carotte, c'est quoi ? C'est Renaud Girard, levée des avoirs attendez. Ne vous réjouissez pas trop vite parce que les dernières infos CNN ne vont pas tout à fait dans le sens que vous dites. CNN ce soir, selon plusieurs sources proches du dossier, les responsables militaires américains sont en train d'élaborer là ce soir de nouveaux plans pour cibler les capacités iraniennes de façon de bombardement dans les détroits d'Ormuz. Parmi les différentes cibles envisagées, les options comprennent des bombardements axés sur le ciblage dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le ciblage dynamique, alors c'est soit vous faites du ciblage planifié, vous dites voilà, demain on va attaquer telle cible qui va pas bouger. Ciblage dynamique, vous envoyez des avions et puis vous tirez sur les cibles d'opportunité. Voilà, cherchez le terme. Voilà, c'est tir d'opportunité. Donc ça veut dire que des cibles mobiles. Là, il serait au début d'une campagne, si c'est le cas. Bon, d'abord, ils font forcément des plans. Les militaires, ils font des plans tout le temps, donc ils se préparent évidemment à des plans de frappe. Non, ce qui est intéressant, c'est ils frappent et ils parlent d'Ormuz. Ils parlent du détroit d'Ormuz. C'est ça qui veut dire qu'ils envisagent de frapper. Qu'est-ce qu'ils peuvent frapper ? Parce qu'on parlait tout à l'heure des vedettes. Ils peuvent frapper les vedettes ? Ils frappent, ils atomisent l'île de l'Arak. Ils atomisent, ils rasent tout ce que... Il y a un certain nombre de points clés. Il y a l'île qu'on s'appelle de Keshm, l'île de l'Arak, il y a les petites îles d'Abou Moussa, mais les trois petites îles, voilà. Ça, oui, donc il y a des points d'appui militaires iraniens dans la région. S'ils veulent débloquer, c'est ce qui permet aux Iraniens de contrôler en réalité le détroit. S'ils veulent débloquer le détroit, s'ils veulent reprendre le contrôle, il faut s'emparer en réalité de ces îles, ou peut-être essayer en tout cas de détruire tous les moyens militaires, de neutraliser, de stériliser tous ces... Ça serait un gage politiquement important, c'est-à-dire que les Iraniens seraient très... Vous avez vu comment ils parlent à la télévision, ils seraient très humiliés que de la terre sacrée iranienne soit passé du côté américain, notamment s'ils prennent ces îlots disputés, comme la Grande Tombe et la Petite Tombe, et voilà, et Moussa. Et justement pour avoir un gage et dire aux Iraniens, bon, alors vous négociez. Alors expliquez-nous carte en main, Aurélien Hamel, rapide comme l'éclair, qui publie cette carte, où on voit ce qu'est la côte iranienne, qui est très grande côte, c'est quoi, plus de 1400 km, combien 100 km, non, c'est immense. 1400 1400 km, et l'île de Keshm, c'est la taille de la Martinique, c'est ça, c'est 1500 km. C'est la Guadeloupe. Non, Keshm, oui, c'est la Guadeloupe, pardon. Donc, s'ils veulent faire une campagne de bombardement, même, disons, limitée, si j'ose dire, à toute ce littoral, c'est un littoral immense. Ah oui, ça en aura du temps, moyen, mais ils auraient pu le faire, essayer de strafer tout ce qu'il y a sur la côte. Mais s'ils veulent, pour l'instant, ce détroit, il est sous contrôle iranien. Donc c'est comme une forme de prise d'otage, Et donc, ça c'est un atout quand même entre la main des Iraniens, quoi. En revanche, il y a peut-être la possibilité, mais c'est là, il faudra prendre des risques. C'est de changer, d'inverser le processus et de dire, c'est nous qui allons prendre le contrôle de ce détroit, ou prendre le contrôle par exemple de l'île de Karg. Et là, effectivement, c'est nous qui avons les atouts en main. Et dans la négociation, si vous voulez qu'on vous rende l'île de Karg, parce que l'île de Karg, c'est aussi le poumon pétrolier de l'Iran. Ça peut faire réfléchir effectivement le pouvoir iranien. C'est exactement d'ailleurs ce que disait Kalibaf dans son discours il y a 4 jours, qui est devenu un pragmatique, qui est pour les négociations, qui était le chef de l'équipe de négociation à Islamabad, la première rencontre directe entre les Iraniens et les Américains. Et Kalibaf disait à son peuple, et donc il disait aussi ça aux gardiens de la Révolution, où il a eu un rôle d'ailleurs très important dans le passé, il disait, il faut être réaliste, on peut pas faire la guerre aux Américains, ils sont beaucoup plus forts que nous. Et donc, s'il y a même la menace, ou même la menace est mise à exécution, d'un gage d'une terre iranienne qui est saisie par la flotte américaine, je pense que ça pourrait faire réfléchir les Iraniens. Tout ça est-il dangereux pour l'économie ? On est dans des moments extrêmement tangents où de grandes voix dans l'économie privée, l'économie publique sont en train de s'exprimer, crient
Christine Lagarde, il est rare que Christine Lagarde, qui est très prudente et était aussi pessimiste, disons, ou en tout cas alarmée, si ces perturbations perdurent, dit-elle, l'ajustement ne se fera plus au niveau des prix, mais pourrait prendre la forme d'un rationnement, hein, Mme Lagarde qui lâche ce mot-là, avec des conséquences économiques très différentes. L'autre voix, cette fois dans l'économie privée, Bernard Arnault, au Financial Times, cette crise pourrait se transformer en catastrophe mondiale avec des conséquences économiques extrêmement graves et très négatives. Après, vous ne dites pas qu'ils pensent comme moi, puisque vous avez dit dans Figaro, le Moyen-Orient court à la catastrophe. Mais vous êtes un génie, Renaud. Ah bon, voilà. Non, mais vous avez dit que je m'étais trompé au début de l'émission. Alors voilà, vous voyez, j'en ai quelqu'un d'autre qui pense comme moi. Voilà, vous aurez bientôt la formule de Bernard Arnault. Tout peut arriver. Ceux qui regardent court terme, c'est-à-dire qui mettent face à face l'économie et la sécurité. D'accord ? Donc effectivement, on regarde à court terme, on va avoir quelques secousses économiques, et encore pour l'instant, on les voit pas, honnêtement. Vous avez raison. C'est des petits reculs aujourd'hui. On les voit pas. S&P 500, moins 0,4. Non, mais Nasdaq, depuis le début de la guerre, en fait. Dow Jones, moins 0,36. Depuis le début de la guerre, on voit pas des catastrophes. Donc peut-être qu'à court terme, effectivement, entre les engrais, les machins, ok. Mais la situation sécuritaire, et quand je dis sécuritaire, je fais pas de l'hubris israélien, hein. Je dis le Moyen-Orient. Je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, il court pas à la catastrophe. Il court à enfin au développement. On voit un peu plus loin que la prochaine guerre. Et est-ce que vous mettez ça par rapport à l'économie mondiale ? J'imagine que quand on n'est pas au Moyen-Orient, on se dit bon bah arrêtez de faites votre. Si on renonce effectivement. Mais faites votre accord de paix. Oui. Si on renonce à effacer la civilisation iranienne, comme l'avait menacé Trump, et j'étais évidemment très opposé à cela, évidemment. Mais si effectivement, et moi je partage, Léa, votre optimisme, on peut très bien sortir par le haut de toute cette crise. Moi je suis opposé au fait qu'on prétende aider un pays en le détruisant. Voilà, je suis totalement opposé à ça. Et c'est ce qu'avait commencé à faire Trump quand il a commencé, vous l'avez vu sur ces images, à détruire des ponts iraniens, à bombarder les universités, à bombarder les aciéries d'Ispahan, etc. Je suis totalement opposé à ça. En revanche, si effectivement les obliger à négocier de manière honnête et pas extrémiste, je ne crois pas que Trump, dans ses demandes, soit maximaliste, je ne le crois pas. Je crois que, et surtout, demander un grand bargain, c'est-à-dire qu'on mette effectivement toutes les questions, y compris la question du Hezbollah au Liban, sur la table. Je pense que c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie d'avoir une pression économique qui ne tue pas d'hommes. C'est le blocus. Sur le danger, j'ai envie d'entendre. D'accord. Avançons. Renaud Girard. C'est pas une conférence. Oui ou non? Est-ce qu'il y a un danger pour l'économie mondiale? Là, c'est ce que dit quand même. Non, encore une fois. Non. Alors, il y a certains dangers, mais il faut voir la résilience des entreprises sur deux choses depuis en gros 2 ans et demi. Quand on a eu aussi la crise en mer Rouge, c'est que 2-1. Elles ont su repenser leur chaîne d'approvisionnement. Vous avez, par exemple, un reroutage massif par le cap de Bonne-Espérance. Les entreprises préfèrent se taper en moyenne 15 jours de délai supplémentaire, 30% de taux de frais et jusqu'à 50% de taux d'assurance en plus pour maximiser la sécurité. Donc les entreprises ont déjà encaissé tout ça. Et la deuxième chose, vous prenez les engrais, vous avez d'autres fournisseurs qui montent en gamme, au Canada, par exemple, c'est mieux que la Russie en termes de fournisseurs alternatifs. On a, depuis 2 ans, le recul qui montre que les entreprises commencent à intégrer les risques à fond. Un dernier chiffre, le nombre d'entreprises qui citent les risques géopolitiques comme les premiers risques à affronter ont doublé en 1 an aux États-Unis. Donc les entreprises savent déjà anticiper. À quoi ressemble ce que nous vivons? Regardez la courbe des crises pétrolières. Elles ont rythmé l'histoire du XXe siècle et du 21e. 73 guerre du Kippour, ça a été la première. Je donne toujours l'exemple de ma mère, parce que je crois que c'est un de mes plus anciens souvenirs, je ne sais pas si c'est le même genre de souvenir, qui me racontait, moi j'étais gamin à l'époque, mais que les gens se précipitaient dans les magasins pour acheter du riz, des pâtes, etc., de l'huile, parce qu'on pensait que tout allait s'arrêter. Ça n'a pas été aussi grave que ça, mais enfin ça a été une crise. La chasse au gaspillage, on éteignait la télé s'éteignait, s'arrêtait à je ne sais plus quelle heure on économisait l'électricité partout. Non, c'était... Giscard, qui était président, il était toujours dans l'Élysée, il n'était pas comme ça, il avait toujours un pull, parce qu'il ne fallait pas se chauffer à plus de 18 degrés. C'est ça. Mais comme Elisabeth Borne... c'était restreint. Il y avait des restrictions, il y avait du rationnement. Il y avait du rationnement. Et là, ensuite, 79 révolutions en Iran, déjà, c'est déjà en Iran que les choses se passent, et ça a été aussi une sorte de choc, Sophia Amara.
Oui, tout à fait. C'est le moment où ça a été un choc, mais qui n'a pas été dû à une guerre, mais à l'instabilité ou la crainte d'une instabilité et de l'inconnu, puisque c'est la première fois qu'une théocratie islamique chiite, qui plus est, qui a tout de suite été agressive vis-à-vis de l'Occident, prenait le pouvoir. C'était en février de cette année charnière, d'ailleurs, l'année 1979, puisqu'elle a vu également l'affaire de l'Afghanistan, mais aussi le premier attentat terroriste djihadiste islamiste à la Mecque, puisqu'il y a eu la prise de la Mecque. Je suis pas d'accord avec vous de pas d'accord du tout. De dire quand vous dites que l'Iran révolutionnaire a fait peur. Historiquement, a fait peur, ça c'est tout à fait sûr. Juste mais ça, a été, non, mais vous avez dit agressif. Non, alors c'est vrai qu'ils ont pris, dans le terme, ils n'ont pas été effectivement, ils ont pris des otages américains. Ils n'en ont tué pas un seul. C'est pas l'État islamique. Tous les otages sont revenus finalement vivants, en bonne santé aux États-Unis. C'est pas tout à fait courant de s'en prendre une ambassade dans la diplomatie. En revanche, en termes d'agression, il y a bien eu une agression en 1980. Elle est commise par qui? Par l'Irak, aidée par qui? Par la France et par les États-Unis d'Amérique. Contre l'Iran. Contre l'Iran, une guerre d'agression flagrante. Et alors ça, c'est l'agression flagrante. Et c'est sans doute à partir de ce moment-là que les Iraniens se sont dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on ait un moyen... Pour se défendre. Genre parce qu'ils ont eu 1 million de morts pour se défendre. Ils ont récupéré leur terre, finalement. Et voilà. Mais il faut pas dire, au départ... Alors c'était une révolution qui nous déplaisait, parce que sur des idées qui n'étaient pas les nôtres, sauf qui plaisaient à Libération, à Michel Foucault, et toute la gauche française qui encensait cette révolution. Quelques intellectuels de gauche qui voyaient une forme de décolonisation. Voilà, mais à part ça, il faut pas dire... Elle nous déplaisait, mais c'est pas elle qui était agressive. C'est l'Irak de Saddam Hussein. En une phrase, mais juste pour vous répondre, j'ai toujours dit que c'était la France qui avait soutenu l'Irak dans son agression contre l'Iran en 1980. Guerre qui a coûté très cher, ça a duré 8 ans, et j'ajoutais même que la France a aidé, l'Amérique a aidé, et qui d'autre? Israël. Donc, il ne faut pas l'oublier. Double jeu d'Israël. Oui, voilà. Parce qu'à la fois, ils aidaient les Iraniens. C'était... Voilà. Mais là, à l'époque, c'était pas important. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on parle de l'instabilité qui est provoquée sur les marchés. Les cocardes de leurs fantômes. Parce qu'ils voulaient affaiblir l'Irak. C'était toujours l'idée d'Israël de casser toutes les puissances du Moyen-Orient. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et donc, les Israéliens, ils avaient des fantômes. Les mêmes avions que le Shah d'Iran. Donc ils changeaient leur cocarde, ils mettaient des cocardes iraniennes sur leurs fantômes, ils enlevaient les cocardes israéliennes et ils allaient faire la guerre contre l'aviation irakienne pour aider l'Iran. Tout de même, il ne faut pas oublier deux choses, c'est que dès 79, il y a l'idée d'exporter la révolution. L'ayatollah Khomeini qui dit que le régime saoudien, c'est le shirk, que ce serait de la luxure, de l'infidélité, etc. Et en 80, il y a une tentative de coup d'État à Bahreïn qui était sponsorisé par qui? Par le régime iranien. Et en 87, je ne vais pas toutes les faire, mais à la Mecque, quand c'était le Hajj et qu'il y avait donc des heurts qui ont fait 400 morts, l'ayatollah Khomeini appelle littéralement à renverser le régime saoudien. Donc c'était aussi une révolution agressée, mais agressive d'entrée de jeu. Ils ont voulu exporter tout ça. Oui, en 87, l'Iran avait déjà été agressé 7 ans auparavant. On n'essaie pas de la justifier. On parle là juste de pétrole et de la cause du crash. Oui, mais dès le début, ils disent qu'ils veulent exporter leur... C'est ce que j'ai dit par agressivité. Ils ont surtout pris des otages, qui est une violation flagrante du droit international. Aujourd'hui, quand on regarde cette courbe et quand on regarde les chiffres, effectivement, est-ce que Trump, pour l'instant, tient la bride? Est-ce qu'il arrive à tenir à peu près les marchés, la situation? En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas ce fameux dérapage général que ça... On n'a pas tous été précipités dans les magasins pour acheter du sucre. Voilà. Moi, de toute façon, le sucre, on est d'accord, c'est un poison. Mais les pâtes... Et votre gestionnaire de fortune est tranquille? Et mon gestionnaire de fortune, je ne vous ai pas appelé, en tout cas. Bon, en tout cas, écoutez le président Trump ce soir qui dit « Quoi qu'il arrive, je suis prêt à reprendre ». Et on verra plus tard qu'effectivement, il y a d'autres détails sur une possible campagne de bombardement. Écoutez-le d'abord. J'ai détruit ce pays militairement dans les 4 premières semaines de bombardement. Maintenant, nous sommes simplement en train d'attendre de voir quel accord ils vont conclure. Et s'ils ne veulent pas conclure d'accord, nous finirons
notre campagne militaire. Nous avons frappé 78% des cibles que nous voulions frapper. Nous avons détruit leur capacité de production de missiles, de drones, tout le reste aussi. Et je parle de 78 à 90% de taux de destruction. C'est incroyable ce que nous avons réalisé. Je l'ai fait dans le délai que j'ai mentionné, mais je ne veux pas me presser. Tout le monde dit Trump est pressé par le temps. Il n'y a pas de pression.